Ben salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Puis après. Aujourd'hui, j'ai un épisode, un Puis après avec... on ne sait pas en fait vraiment quel Puis après qu'on va discuter, mais j'avais vraiment envie de recevoir le fondateur, le PDG de Les Bunkers, où je viens enregistrer les épisodes de podcast. C'est un gars qui a un parcours... je le connais à peine, mais de ce que je connais, j'étais curieuse en fait d'en savoir plus. Alors aujourd'hui, je reçois Olivier Lambert. Salut! Salut! Ça va? Ça va super bien, toi? Ouais, merci d'être là. Je suis vraiment contente. Tu sais, on s'est parlé un petit peu off the record, off mic. Puis t'as un parcours qui me semble quand même atypique, tu sais. Genre, puis on a aussi un super TDAH en commun. Ouais. On va essayer de garder le fil durant la conversation. C'est ça, mais je suis sûre que les gens qui nous écoutent sont tous TDAH. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que ça me stresse pas. Mais comme je te connais pas beaucoup, qu'est-ce qui t'est arrivé pour arriver à ici aujourd'hui, fondateur des Bunkers, avec tous ces projets d'entreprise que j'admire, soit dit en passant. Je trouve que tu as vraiment une belle vision. Merci. C'est pas du jour au lendemain qu'on finit par être capable d'avoir des studios dans ce genre-là. Je sais pas exactement si ça va être quoi l'objectif lorsque les gens vont écouter le podcast. Peut-être qu'il y en a qui ont des ambitions entrepreneuriales, qui veulent se partir des projets. Souvent, les gens, quand ils ont des parcours atypiques, on fait un petit peu moins dans le moule. Faire un 8-4 chez Desjardins, c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde. C'est ça. En tout cas, personnellement, c'est peut-être pas le genre de vie qui me... c'est ça. Ouais, juste, on comprend. Dans le fond, t'es un entrepreneur. Exact. Puis j'imagine que ce genre de projet-là, de personnalité-là, peut être commune chez plusieurs des gens qui vont t'écouter. Complètement. Mais il y a un gros problème avec notre type de personnalité, et c'est le fait qu'on change souvent d'idée de projet entrepreneurial. Et il y a comme faut comme faire la balance entre triper sur la nouvelle affaire shiny, tu sais, comme a butterfly, tu sais, le meme, puis juste comme rester dans sa ligne, puis juste continuer de focus, d'aller sur une chose, puis de juste go all in. Ouais. C'est quelque chose que très jeune, il a fallu que parce que moi j'ai toujours été all over the place, mais mon cousin, quelqu'un que je respecte énormément, qui est très intelligent, on a passé toute notre enfance à discuter jusqu'à 3h du matin de tous les différents types de sujets. Moi j'ai jamais été un grand sportif, j'ai jamais fait de hockey, de baseball, de whatever, mais j'ai toujours aimé juste discuter puis philosopher avec mes amis. Fait que c'est plus comme mon type de personnalité quand j'ai grandi. Et lui, contrairement à moi, il a toujours été ultra single-minded focus sur une seule chose à la fois. On a commencé à jouer la guitare en même temps, et puis lui, c'est juste incroyable à quel point qu'il est devenu bon rapidement, puis pas juste rapidement, parce que les deux, on s'est comme suivis dans notre parcours au niveau de à quel point qu'on s'est amélioré, tu sais, notre courbe de progression. Sauf que moi, j'ai comme eu 8 autres projets, puis lui, il est toujours resté sur le même projet, puis il est juste devenu incroyable. Puis c'est là que j'ai vu vraiment la nuance entre comme la force d'être capable de rester sur une seule chose, puis de keep at it, no matter. Même si à un moment donné, ça devient routinier, même si à un moment donné, c'est moins intéressant, il n'y a plus comme l'aspect de nouveauté qui est comme des petites étoiles puis des ouh. Ah, complètement, ça me parle. Mais l'impact, le résultat que tu es capable d'aller chercher, c'est capable de juste constance, discipline. Exact. C'est incroyable. Puis lui, c'est entraîné toute sa vie. Moi, j'ai été on and off avec lui. J'ai commencé à m'entraîner. Fait que même principe qui s'est passé là. J'ai eu un peu de gain, j'étais bien content. Puis j'ai arrêté parce que, bon, la vie, lui, il a juste jamais arrêté. Puis devenu son armoire à glace, tu sais. Puis j'aimerais ça être capable d'avoir son body build, mais comme c'est 10 ans de travail acharné, là. Exact. Fait que quand que je commence un projet, je me demande tout le temps, OK, est-ce que je suis capable d'avoir cette obsession-là envers ce truc-là pendant ce nombre de temps-là? Et si la réponse est non, je le fais juste pas. OK. Mais obsession, est-ce que pour toi, le mot obsession est positif? Donc? Oui, définitivement. OK. Oui. Mais ça peut-tu devenir négatif? Y a-tu des moments dans ta vie où des obsessions que tu as eues étaient négatives? En affaires, ouais. La différence entre quelque chose qui est positif et négatif, c'est juste est-ce que tu réussis à faire l'argent ou pas? Ouais, mais mettons... Tu sais, je veux dire, il y a plein d'histoires de business où le founder, juste comme pendant 10 ans, il a été non-stop sur un projet, puis il a tout le temps perdu du cash, il était comme sur le bord de faire la faillite, puis le lendemain,
à la 11e année, ben là, il y a eu un investisseur qui a fait comme « Oh my God, c'est donc bien incroyable », puis il est devenu riche. Ouais. C'est comme le 10-year overnight success. Exact, c'est le ce qui s'est miracle. passé avec Dyson. Ouais, OK. Ceux qui sont un peu en tech, Grok, qui est une compagnie d'inférence que Nvidia vient d'acheter 30 milliards. Ils ont perdu de l'argent. 30 milliards? 30 milliards. Ils ont perdu de l'argent pendant 8 ans. Puis, ils faisaient pas une scène, ils étaient pas capables d'avoir aucun contrat. Puis là, du jour au lendemain, 30 milliards. Mais non! Fait, wow! Mais ça arrive, donc, ces histoires-là arrivent. Fait en affaires, une obsession, c'est juste, OK, est-ce que c'est juste parce que t'as pas continué assez longtemps ou parce que t'es un loser? C'est bon, mais c'est comment tu perçois les choses, finalement. Mais, wow! Fait puis, tu sais, c'est sûr que personnellement, je veux dire, une obsession, c'est pas la même. Je pense qu'on parle pas nécessairement du même terme. Ouais. Parce que tu as une obsession dans ta vie personnelle, c'est une incapacité de contrôler tes passions. Incapacité de contrôler tes passions. Dans le sens que t'es pas capable d'arrêter. OK, oui, dans ce sens-là. Comme il y a cette personne-là, ou cette chose-là, ou cette action-là. T'es pas capable d'arrêter d'y penser. C'est compulsif. Ouais. Faut que tu continues. Puis là, t'es pas capable de juste mettre le break, de dire comme wow, OK, c'est assez. Va te coucher, là, fais l'autre chose. Ouais, c'est ça. Prendre une marche. Va prendre une camomille. Hein. Exact. Puis, je pense que en affaires, c'est beaucoup moins émotionnel. T'sais, le fait de continuer en affaires pendant 10 ans, c'est pas à cause que t'es pas capable de t'empêcher. C'est parce que tu te forces mentalement à t'imposer de garder une discipline. La direction. La direction. Initiale, tu sais. Ouais. Fait que la raison pour laquelle je parlais de tout ça, parce que là, tu me demandes comme... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. J'ai une personnalité qui est un petit peu dans tous les sens et j'ai eu la chance d'avoir mon meilleur ami d'enfance qui a eu l'opposé de moi, qui a tout le temps gardé sa direction. J'ai commencé à faire un blog en 2012. La tranchée. Je suis vraiment boomer. Mais t'as quel âge? T'as mon âge, toi? Je vais à 34, je vais avoir 35 34? OK, t'es jeune quand même. Fait que t'as commencé en 2012... T'avais 20 ans, genre? 22? Non, j'avais moins. Écoute, t'avais... pas le meilleur en maths, j'aime pas ça faire 21... les maths en live. T'avais 21 ans? Non, en fait... Encore plus tôt. Ben non, je suis né en 91. Fait que 9... T'es né dans les années 90. Wow! C'est ça, ouais, j'avais 21 ans. Ouais. T'avais 21 ans, ça fait 13 ans. C'est tellement bizarre de... comme... revenir quand excuse-moi, ça fait 15 ans. Si t'avais 21 ans, de quel âge? T'as 34. Ça fait 13 ans. Ça marche pas les dates. On arrête. T'avais genre 21 ans, t'as commencé un blog. J'étais quand même jeune. J'ai commencé un blog sur le marketing. En fait, l'idée, c'est que... Je t'ai connu là, moi. c'est olivierlambert.com au début. Puis là, mon logo, c'est comme OL. Ça fait comme un cercle avec un checkmark dedans. Ouais. Là, c'est marqué Get Shit Done. Puis... bon, je pensais que j'écrivais bien, mais la réalité, c'est que j'écrivais pas très bien. L'idée derrière ça, c'est que j'étais à l'université, je suis en train de me... Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un prof qui m'a... On a comme fait un barbecue avec moi, mes amis de gars, puis notre chargé de cours, qui était vraiment cool. Puis il s'est fait mettre dehors à cause que l'université... Bon, il n'y avait pas les mêmes idées que... L'université ne cadrait pas vraiment, il était plus business type. Puis là, il nous a dit, là, les gars, là, vous avez de l'ambition, vous avez du potentiel, là, mais là, communication sociale, parce que moi, je vais être mon bac en communication sociale. Communication sociale, là, je suis pas sûr. Regarde, là, le marketing, là, Facebook, les médias sociaux, là, regardez telle personne, là, ça s'en vient, ça va s'en venir en région. Commencez à vous préparer, faire vos trucs. Puis moi, parallèlement, j'écoutais beaucoup Pat Flynn, Smart Passive Income, puis Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek, puis comme tous les autres influenceurs dans le old school, dans le domaine du comme online marketing stuff. Donc, moi, je me suis lancé un blog en marketing. J'ai commencé à écrire toutes les semaines. Puis, j'ai fait ça pendant 3 ans. Fait non-stop. Je me suis commencé peut-être même avant 2012, en fait. Mais parce que j'ai lancé la tranchée. J'ai commencé à faire mes cours en ligne en 2014. Fait que de 2011, en fait, jusqu'à 2014, là, j'écrivais toutes les semaines, non-stop. Au début, c'était vraiment de la merde. Puis, à chaque semaine, j'essayais d'améliorer un peu les choses. Mon approche, c'était que je prenais des contrats en marketing, en publicité, ce genre de choses-là. Puis j'expliquais à toutes les semaines qu'est-ce que j'avais appris dans mes différents mandats sur le blog.
Puis à un moment donné, ben, j'avais pogné un candidat électoral en Favreville, Michel Trottier, qui a gagné sa campagne, qui est un indépendant. Fait que là, c'est moi qui avais fait son marketing. Fait que là, ça, c'était cool. Nice! J'ai fait des... à l'époque, parce que là, maintenant, avec les Snapchat, YouTube, tu sais, les collabs sont un peu différentes, là. Dans le temps, c'était des tables rondes où tu t'envoyais un peu format journalistique où tu envoies la même question à comme 8 experts, puis là, tu fais comme une espèce de mash-up, là, tous les experts de leur côté, ils leur partagent. Bon, ça, c'était comme la stratégie de collabo pour les blogueurs. Fait que là, je faisais ça. Fait que là, j'avais eu comme tous les gros noms. Fait que là, ça commençait à bien aller. Il y avait un prix, c'était le Made in Blog Award. Fait que là, j'avais gagné meilleur blog marketing au Canada. Là, j'étais comme tout content. Fait que là, en sortant de l'université, à cause que j'avais fait ça à toutes les semaines pendant un an, puis j'avais comme une vingtaine de contrats à travers tout ça, des mandats. Ben là, j'étais capable d'être engagé chez Voyage Herbet, qui était la plus grande agence de voyage au Québec à l'époque. Là, maintenant, je ne sais pas ça ressemble à quoi leur chiffre avec Google qui vole les parts de marché de tout le monde. Je sais pas comment ça va. Mais, fait là, énorme budget. J'étais tout jeune. Et je me fais donner comme des centaines de milliers de dollars à gérer avec des millions de visites par mois sur le site. À tout moment, il y avait comme 4000 personnes sur le site web. Fait que, faire des tests AB marketing, c'est comme... Tu fais un test, tu as le résultat 15 minutes après. Très, très différent d'un blog d'un étudiant. J'imagine. Puis c'est là que j'ai rencontré mon mentor, David Grégoire, qui est entrepreneur exceptionnel. Son cerveau est très, très... il est le fun. Parce que lui aussi, s'était présenté en politique. Puis il avait fait une campagne où il était comme sur un scooter. Puis il avait passé dans les journaux. Il y a comme tout le temps des espèces d'idées de guérilla marketing weird qui marchent. Puis c'est comme ça qu'il s'est comme différencié au début. Bon, maintenant, il y a d'autres projets. Là, tu pourras l'inviter ici. Si David Grégoire, je t'avoue que je ne le connais pas. Je vais aller googler. Là, en fait, présentement, ce qu'il fait, c'est Franco Staffing, son entreprise. Il y a des gens... Franco Staffing. OK. Il y a des gens engagés au Madagascar, des gens qui parlent en français, des personnes au Madagascar qui sont compétentes. Que lui, il se déplace pour aller vêter le monde. Puis il fait du placement d'entreprise pour des entreprises québécoises. OK. Ça coûte vraiment moins cher. Ah ouais? Les entreprises qui... mais sont bien payés ou? Oui, eux autres sont très, très bien payés pour les standards du Madagascar. OK. Fait que c'est un très gros win pour eux autres. Mais ils travaillent à distance? Je comprends pas. Oui, ils travaillent à distance. OK. Puis ils font dans n'importe quel domaine, la tech, Ouais. Okay. Lui, dans le fond, il s'occupe que sur place, il a installé des Starlink. Il s'occupe que tout le monde puisse... accès à un Wi-Fi puis un whatever. Internet haute vitesse, il n'y a pas de problème. Puis, intéressant. C'est ça. Ça coûte pas mal moins cher pour les entreprises au Québec. Puis eux autres sont super contents parce que, je veux dire... Mais ça fait de l'emploi. Riches, ouais. Fait que... ouais. Mais c'est ça, mais ils sont pas exploités, là. Ben, s'il était au Québec, il serait exploité. Ouais. Mais là-bas, ils sont riches. OK. C'est de l'arbitrage de main-d'œuvre, tout simplement. Ouais. Fait que c'est là que je l'ai rencontré. Et puis, moi, j'ai continué mon blog pendant ce temps-là. Puis, tout ce que j'ai testé chez Voyage Herbet à high scale, avec comme des millions d'adresses courriels sur l'infolette et tout le reste, j'ai comme distillé ça dans une formation qui était comme mon premier cours sur la pub Facebook, après ça sur le marketing par courriel, puis sur la création de blog. Fait que j'ai comme fait 3 formations. J'avais comme 21, 22, 23 ans. J'ai fait énormément d'argent avec ça. Ah ouais, hein? Puis quand t'es jeune, puis que tu fais comme beaucoup d'argent, ça vient te mettre... Ça vient changer... C'est comme si le monde était brisé. Parce que là, tu regardes tous les adultes, puis tu es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis... Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ta perception? Pourquoi est-ce que les gens font des choses qu'ils n'aiment pas? OK. C'est une fucking bonne question. Quand on parlait de travailler chez Desjardins, peut-être qu'ils aiment ça, travailler chez Desjardins. Mais mon cerveau n'est pas capable de le comprendre. Ouais. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le même cerveau que nous non plus. Exact. Et ça, c'est une très grande réalisation que j'ai faite plus tard dans ma vie. OK. À cause que quand tu es jeune, tu ne sais pas que les autres ne sont pas comme toi. Et quand tu n'es pas comme les autres, c'est vraiment difficile. C'est très difficile. À cause que... Tu comprends pas. Exact. Tu comprends juste pas. C'est comme... Je sais, je m'identifie à ce que tu dis beaucoup, là. Puis, je veux dire, les gens qui écoutent le podcast, probablement s'ils ont un type de personnalité qui est similaire aux nôtres, la chose que je recommande le plus à ces gens-là de faire, c'est de faire le test 16personalities.com. 16% ITs. 16 personalities. Personalities. C'est 16 personnalités. Je pense que le nom de domaine existe en français. Puis tout est traduit. Tout est traduit. C'est le MBTI.
Dans le fond, le Myers-Briggs. Oui, Myers-Briggs. Okay. Moi, je sais que je suis N-E-N-J-P, je pense, là, mais je sais plus c'est quoi les noms. Là, mais... Ouais. Entrepreneur. Tu les connais-tu un peu par cœur ou? Ouais. Entrepreneur. Non, le E puis I, c'est extroverti, introverti. Ah oui, c'est N, puis c'est NS pour sensing puis intuitif. Ouais. Ça, tu as thinking, feeling, puis l'autre, c'est judging, perceiving. Fait que, essentiellement, c'est est-ce que tes interactions avec les autres te donnent ou te drainent l'énergie? Ça, c'est est-ce que tu es introverti ou extroverti? Ah, moi, ça me draine l'énergie. Mais dans certains contextes, ça t'en draine, dans d'autres, ça t'en draine pas. C'est ça. Fait que là, on est en one-on-one, toi, ça te draine probablement pas loin. Non, pas en tout. Le one-on-one me tu draine. t'en vas dans un 5 à 7, puis là, il y a 15 personnes, puis là, il faut que tu fasses ton social. Puis le problème, c'est que quand tu as une personnalité introvertie, normalement, c'est parce que tu es capable de lire très bien les autres personnes. Fait que là, tu as comme une surcharge de genre... T'aimes ça aller deep, puis là, t'es dans un environnement shallow, puis ça marche pas, essentiellement. C'est ça. Tu peux pas vraiment connecter dans un environnement de 5 à 7 de... Oui, si tu connectes, c'est weird. Ouais, c'est ça. Quand les deux personnes trop intenses dans le coin qui jasent. C'est sûr que c'est moi. mais OK, mais c'est ça. Fait que, répète les lettres. Fait que t'as introverti, extraverti. Ensuite, ça, c'est ta méthode d'accès à la connaissance. Est-ce que tu es une personne qui va découvrir le monde à travers une réflexion à l'intérieur de toi, ou tu vas aller dans le monde extérieur pour aller chercher l'information? C'est quoi le nom? Fait que ça va être intuitif ou sensoriel. Ou sensoriel, OK. Exact. Fait que tu peux avoir quelqu'un qui a le même QI, mais si la personne, c'est une sensorielle ou l'autre, c'est une intuitive, c'est des types de personnalités qui vont être complètement différentes. C'est pas parce que tu fais ton test de Myers-Briggs que là, tu regardes le résultat et tu es comme, je suis calme, moi, là. Tu as des personnes qui sont excessivement intelligentes, qui ont une personnalité X, que tu prends le même horsepower de cerveau, tu le mets dans une autre personnalité, ça fait quelque chose de complètement différent. C'est ça qui est vraiment intéressant. Fait que quelqu'un qui est plus S, sensing, c'est plus quelqu'un qui va avoir un profil type ingénieur, mathématique. L'autre, ça va plus être philosophe. Auteur. Tu sais, ça va être un petit peu plus créatif aussi. Moi, je suis I. Moi, je suis entre les deux. Ouais. Parce que j'adore faire des choses. C'est comme là, dans le studio, la caméra qu'elle a, on la voit pas parce que c'est la caméra qui nous filme, pas nous autres qui filment la caméra. Bref. Mais tu sais, j'ai des designs en 3D, j'ai acheté des pièces sur AliExpress, j'ai fait toute la programmation du truc, j'ai plugué mes trucs. C'est genre 30 itérations de caméra là, pendant un an. Puis c'est comme le nouveau truc que je te montrais pour les lumières, mais tu sais, ça c'est imprimé en 3D, je me promène, je prends mes petites mesures, je design ça, je le fais imprimer, là, ça marche pas, je jette ça, je recommence. Fait que, j'aime ça faire des choses dans mon rêve, mais en même temps, tu sais, je suis très très philosophe, j'aime ça réfléchir. Quand je fais de la route, pas de problème, je suis dans ma tête, puis ça va bien. Puis après ça, tu vas avoir les deux autres lettres, je suis un petit peu moins familier. Intuitif, sensing. La dernière, c'est judging, perceiving. Fait que ça, c'est à quel point est-ce que tu es ordonné et structuré dans ta vie. Ouais. Mais moi, je suis quand même une personne qui est assez ordonnée. Pas moi. Puis l'autre, c'est c'est comment est-ce que tu prends tes décisions. C'est thinking versus feeling. OK. Et est-ce que tu es une personne qui va comme rationnellement comme faire le calcul sur papier, il faut que je fasse ça, fait que tu le fais. Ou tu es une personne qui va plus suivre ton intuition et ton instinct. Fait que ça, c'est feeling, dans le fond. Moi, je pense que je suis feeling. Puis, moi, il y a beaucoup de gens que... Tu sais, c'est fluide, là. Ça va varier un peu over time. Ça va pas drastiquement varier, mais ça va varier un peu. Mais je pense qu'au niveau du thinking versus feeling, c'est plus une question de... Parce que moi, je suis feeling, mais il y a des moments dans ma vie où j'ai clairement été thinking. Tu sais, juste comme, OK, on coupe, puis c'est ça qui est ça. Ben, moi aussi, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que c'est juste moi qui... Parce que l'affaire, c'est que quelqu'un qui est feeling va arriver à la conclusion avant de faire son explication. C'est qu'il va juste feeler de façon intuitive comme c'est quoi la réponse, puis ensuite de ça, il va work backward à l'envers pour être capable de rajouter des justifications par-dessus. OK. Fait que c'est difficile de voir la différence entre... Puis le thinking, il va faire quoi? Il va juste l'analyser sur papier, puis il va prendre une décision par rapport à qu'est-ce qu'il va avoir observé, genre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des choses complètement irrationnelles, puis tu savais que c'était rationnel, mais tu le faisais pareil? Oui. Bon, t'es feeling.
C'est sûr. C'est sûr, mais oui, complètement. C'est sûr, c'est sûr. J'ai fait vraiment des choses. Ça m'est arrivé très longtemps que je suis OK, ça, c'est une mauvaise décision, mais Christy, quel fun. Ouais, On va continuer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ben, surtout, tu sais, on pourra peut-être en parler si t'es à l'aise, mais je pense que t'as arrêté de consommer, ça fait une couple d'années, puis t'étais intense, là, t'as été intense dans ta manière d'aborder la vie, mettons. Ouais. On peut dire ça comme ça. Ben, t'es-tu à l'aise d'en parler ou? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, mais sens-toi à l'aise, là. Je veux vraiment pas te... Il n'y a rien de... Il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique. Non, c'est ça. Mais quand on dit consommation, c'est principalement l'alcool. Là. Ouais. Bon, j'ai essayé tout ce qui avait besoin d'être essayé après 25 ans. Fait, en fait, ton cerveau était tout formé. Entre 23 et 25, j'ai regardé la science, j'ai fait comme, all right, I can go wild for a few years. Pour vrai, wow, mais t'étais... J'avais jamais pris... je prenais quasiment pas d'alcool. Non, c'est pas vrai. L'alcool... Depuis que j'ai 18, 20, j'en prenais quand même pas mal. J'avais un podcast qui s'appelait Scotch et Domination mondiale. J'avais pas le choix de prendre du scotch. Fait que là, over time, j'ai comme développé le bad habit de juste, comme j'arrive à la maison, mais tu sais, je travaille à la maison, fait je suis à la maison. T'es tout le temps à la maison, puis tu bois un verre tout le temps. Je prends un scotch avec une Guinness, puis tu sais, je prenais peut-être comme 2 scotch, 2 Guinness par soir, ce qui est quand même beaucoup. Ouais. 2 scotch, 2 Guinness. Ouais, c'est beaucoup. Mais tu sais, comme un high-functioning alcoholic, I guess. Comme, définitivement. Aucune conséquence négative dans ma vie sociale, aucune conséquence négative dans ma vie économique. Je veux dire, c'est quoi le problème? Je comprends. L'alcoolisme, c'est une maladie de personne qui a des problèmes, ça. C'est vraiment bon que t'en parles. Mais pourquoi est-ce que t'arrêterais? Puis j'ai jamais eu de problème qui s'est développé de ça. Ni de santé. Mais c'est ça. Dans le fond, là, c'est comme la santé qui commençait à être un petit peu moins bonne. C'est-à-dire que, tu sais, je prenais un petit peu d'alcool, puis j'étais vraiment scrap. Okay. Tu faisais-tu des blackouts, genre? Ou? J'ai jamais vomi de ma vie. OK. À partir de 30 ans, je commençais à vomir en prenant l'alcool. No way. Fait que là, c'est juste comme, OK, mon foie m'envoie un signal que faut peut-être no good. Peut-être que tu slack. Mais j'ai pas slacké parce que, c'est la vie. Parce que t'es feeling. Feeling. Puis, justement, en parlant de feeling puis de la façon dont tu prends tes décisions, mais c'est quand j'ai pris la décision avec ma blonde qu'on voulait avoir un enfant, que c'est là que j'ai fait comme, all right, ben, moi, je veux pas que mon fils ait un papa alcoolique. Fait qu'on arrête de boire. Question comme ça, est-ce que tu penses que, tu sais, parce que l'alcoolisme, tu l'as dit, ben, dans ta perception de l'époque, c'est une maladie c'est une maladie de gens qui ont des problèmes, tu sais. Est-ce que tu penses quand même que tu as des traits alcooliques puis que tu pourrais... Si tu regardes dans le DSM, la façon que tu diagnostiques n'importe quelle maladie mentale, c'est est-ce qu'il y a des impacts négatifs sur la vie de la personne. Fait que si tu n'as pas d'impact négatif sur la vie de la personne, mais tu n'as aucune maladie mentale, selon le guide de diagnostic. Ouais, je comprends. Fait que tu prends la grille, ça, c'est thinking. L'évaluation, c'est comme, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est clairement un cope que je fais. Là. Ouais, c'est un coping mechanism. Mais bref, je veux pas te dire que t'es alcoolique, c'est pas ça mon objectif. J'étais curieuse de savoir comment tu percevais le truc, tu sais. Mais c'est des comportements que tu as eus qui t'ont amené à avoir une moins bonne santé, puis t'as réussi à prendre la décision, ce qui fait en sorte que t'es ancré dans ta décision. Une fois que tu l'as prise, tu l'as prise. C'est ça? Tu t'es pas dit, je pourrais peut-être retourner consommer. Non, tu sais, essentiellement... Oui, il y a comme certaines... Là, moi, j'aime pas ça parce qu'on passe coq à l'âne. Il y a comme 2 autres questions en arrière que j'essaie de garder. Je vais revenir. Tu vas-tu t'en rappeler? Moi, je m'en rappellerai pas. Je vais essayer. Fait il y a certaines choses que... Mettons, tu as un problème. Tout le monde, on sait c'est quoi nos problèmes. Là. Ouais. Tu sais, tu prends quelqu'un qui a besoin d'aller voir un psychologue. Le psychologue, c'est pas lui qui va te dire c'est quoi les problèmes. Tu sais c'est quoi tes problèmes. OK, c'est juste que tu veux pas y faire face. Fait que là, moi, je sais que j'avais un problème, que je buvais beaucoup. Bon. J'avais comme ça qui traînait dans mon esprit, puis à un moment donné, il va falloir que j'adresse cette affaire-là. Puis moi, la façon que je fonctionne, c'est que quand que je décide de faire quelque chose, mais là, je vais juste, OK, bon, regarde, il y a un podcast de Huberman Lab sur l'alcoolisme de 3 heures. Comme, écoute ça. Puis, comme quand que je vais avoir pris la décision à l'intérieur de moi de décider d'arrêter, mais va juste regarder les informations qui vont te faire fucking peur. Puis ça va donner la narrative nécessaire pour juste prendre la décision pour de bon. D'arrêter, wow. Fait que j'ai juste comme... Je me suis fermé l'esprit à tout ce qui était conséquences négatives de l'alcool jusqu'à ce que je sois prêt à dire, bon, regarde, on arrête de boire. C'est quoi les raisons qui peuvent faire en sorte que, genre,
je vais être capable de prendre, que ça va être facile pour moi. Ouais, que je retourne pas. Fait que c'est essentiellement, j'ai écouté le podcast, j'ai fait comme, ah, shit! Puis j'ai arrêté de boire. Wow! Mais c'est vraiment hot parce que je suis sûre que t'es pas le seul à... C'est pas qu'il y a ça, probablement aider énormément de gens, honnêtement. Là. Ah, c'est clair. J'adore Huberman. Il est incroyable, ce docteur-là. Ce gars-là. Mais c'est wow, là. Mais donc, les éléments qu'il a partagés dans ce podcast-là, ça t'a fait peur ou ça t'a-tu fait peur? Mais c'est juste que ça faisait aucun sens de continuer de boire. Ouais, je comprends. Si tu prends ça pour dire, OK, ça, c'est ça que ça fait. C'est ça les faits, là. C'est ça les faits. Alors, pourquoi est-ce que je bois? Mais parce que c'est socialement accepté, parce que c'est banalisé, parce que ça nous détend. Tout ce qui est socialement accepté et tout le reste, là, tu peux juste flipper ça dans ta tête. Je veux dire, c'est comme... Ça prend de la force pour faire ça. Ça prend une force mentale. Mais mettons, t'arrives quelque part, là, OK? Puis là, tu te sens mis de côté à cause que tu bois pas ou à cause de X, Y raison. À la place, tu peux juste flipper ça de bord et dire, regarde les losers qui boivent. C'est quoi ton problème? Tu devrais avoir du fun sans boire? Come on, bro. J'adore. Mais, parce que, honnêtement, mais t'es fort mentalement. Mais non, parce que, moi, je pense que la narrative sociale de penser X ou Y... Ouais. C'est de la bullshit? Ça n'existe pas. Mais je suis d'accord. C'est juste dans ta tête. Fait que si tu le sais que c'est dans ta tête, ben tu peux décider de ce qu'il y a dans ta tête à tout moment. Complètement d'accord. J'ai le même discours que toi, qu'il n'y a personne qui met des pensées dans ma tête, à part moi qui met des pensées dans ma tête. Fait que je peux bien changer les pensées que j'ai dans ma tête. Exact. Pourquoi tu bois? C'est loser. J'adore ça, mais c'est sûr que les gens vont peut-être pas se faire traiter de loser. mais honnêtement, ça a été un enjeu, par contre, quand j'ai arrêté de boire, quand que les gens veulent savoir pourquoi tu as arrêté de boire. Ouais. Tu peux pas leur dire, ah, mais c'est parce que j'ai vu que c'était... Loser. T'es en train de me tuer, tu sais. Ouais. À cause que l'alcool, c'est vraiment de la merde. Puis là, tu es en train de mettre du poison dans ton corps, puis genre, t'es vraiment capable de faire ça. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire. Parce que là, ça, c'est ta nouvelle narrative interne. Exact. Que toi, il faut que tu gardes parce que tu veux pas recommencer à boire. Parce que c'est ta croyance nouvelle. Exact, c'est ça. Sauf que là, l'autre personne, t'es pas pour aller comme gosser tout le monde à leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de boire. Là. Mais moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai gossé tout le monde. Mais non, mais je t'entends, mais en même temps, peut-être que tu peux sauver des vies aussi, tu sais. Ouais, mais tu sais que la personne n'avait pas nécessairement de problème. Ouais. Elle pense qu'elle n'a pas de problème. Comme. Mais. On est qui pour savoir qui a un problème? Moi, il y a une chose que j'ai apprise quand j'ai arrêté de consommer. Il y a juste un alcoolique qui peut se traiter d'alcoolique. Il n'y a personne qui peut te diagnostiquer alcoolique. Un médecin, un psychiatre pourrait dire peut-être des enjeux, peut-être tu pourrais slacker la consommation, mais à l'intérieur de toi, puis c'est ça que tu disais un peu tantôt, tu le sais, dans le fin fond. Oui. Mais tu es juste dans le déni, tu veux pas y faire face, mais si tu te poses la question, est-ce que je suis alcoolique, il y a des grosses chances que tu le sois. Si tu te juste se poser la question, c'est y répondre, tu sais. Ben, en tout cas, dans mon cas, ça a été ça. Moi, je me posais souvent la question. Je pense que c'est... Parce que, tu sais, de dire que t'es alcoolique, il y a comme une grosse étiquette qui est autour de ça. Je sais. C'est quoi exactement? Est-ce que c'est un... Parce que, tu sais, tu parles d'une dépendance physique à l'alcool. Complètement. Un trouble d'usage qu'on appelle. Bon. C'est très différent d'avoir une personnalité qui est intense. Ouais. Mais ça vient... Des fois, ça vient avec, mais... Oui, il y en a... Tu sais, ça peut être développé à cause de un... Et l'autre. Et vice-versa. Mais, OK, je vais donner un contre-exemple pour un petit peu illustrer qu'est-ce que je veux dire. Parce qu'il y a clairement un aspect génétique aussi à tout ça. Mm-hmm. Et la cigarette est quelque chose qui est assez intéressant à ce niveau-là. Il y a des gens qui ont une très forte tolérance à la nicotine et des gens qui ont une très faible tolérance à la nicotine. Si tu prends une cigarette, si tu donnes une cigarette à quelqu'un qui a une faible tolérance à la nicotine, il va vomir. Ouais. Si tu donnes des cigarettes à quelqu'un qui a une forte tolérance à la nicotine, il va juste en prendre, il va chain smoker jusqu'à ce que ses poumons soient tout noirs, right? Ouais. La nicotine a besoin d'un seuil, il y a un threshold que tu as besoin de franchir au niveau de la concentration pour être capable de développer l'habituation. OK. Fait qu'il y a certaines personnes que leur seuil de tolérance à la nicotine est tellement faible qu'ils ne pourront jamais devenir accro à la cigarette, même s'ils essayent. Intéressant. Fait que, probablement qu'il y a des mécanismes qui sont similaires avec l'alcool, ouais. Avec la drogue, avec n'importe quelle autre substance. Ouais, puis peut-être que t'as pas de... Ton réservoir à dopamine, il est peut-être pas défaillant non plus, dans le sens où peut-être que t'as peut-être pas scrappé ça dans
malgré ta personnalité puis le TDAH et tout, tu sais. Maintenant, elle scrap. Ma dopamine, it's gone. Ouais. Mais dans le sens où tu as besoin... Avec ChatGPT, puis tout ce qui se passe aujourd'hui, oublie ça. La dopamine, ça n'existe plus, ça, les gens qui ont des circuits de dopamine corrects. Tant qu'à ça. OK, fair enough. Ils sont tous sur TikTok en train de swiper comme des accros. Ah non, oublie ça, là, c'est fini. Non, là. c'est sûr. Fait qu'on est tous dépendants, finalement. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant, mais moi, j'ai été fumeuse longtemps. J'ai fumé pendant 15 ans, de vraiment jeune, très, très jeune, ça fait 13 ans que j'ai arrêté, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté à 27 ans, puis c'est l'affaire la plus tough que j'ai arrêté, pire que la cigarette, là. Ça a été plus difficile, pire que l'alcool. Puis, moi, j'étais une fumeuse dès le moment que j'ai commencé à fumer, là, dans le sens où je fumais des botches, tu sais, j'étais vraiment prédestinée à être dépendante, mais aujourd'hui, je me vois plus comme une alcoolique, tu sais. Mon narratif, il a changé, même si je fréquente des groupes, des fraternités, peu importe. Des fois, ça m'accroche, puis je suis comme, je suis tellement plus qu'une alcoolique, tu sais. Je veux dire, oui, mais non. Mais, tu sais, tu peux pas nécessairement aller dire ça dans un meeting d'alcooliques anonymes. Tu sais, c'est comme, ils ont basé leur système sur ça. Mais en même temps, moi, je trouve que les 12 étapes, tu sais, le fait de juste surrender, d'accepter, c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend, ouais. Mais toi, tu surrenders-tu dans ta vie de différentes manières, genre? Tu sais, comme t'as fait une acceptation que, bon, t'as vu les faits, l'alcool, c'est du poison, c'est toxique, ça... T'as vu ça, t'as fait, il y a pas d'obstination, j'arrête, c'est tout, mais... Achète le package. Si tu veux arrêter de boire, puis arrêter de boire, moi, j'ai jamais pris une goutte d'alcool. Je suis en vacances, OK? J'ai arrêté de boire en vacances. Dans un tout inclus, parce que toute l'alcool était gratuite, OK? Puis j'ai juste pris la décision, puis ça m'a jamais tenté de recommencer à boire, parce que j'ai tout de suite acheté le package. T'as acheté le package, j'aime ça. Il faut pas que tu y aies... Des réserves. Tu sais, faut que tu sortes dans la piscine. Ouais. Tu peux pas juste te tremper le pied. Fait que, OK, la méthode 12 steps en marche. Ouais. Regarde, s'en fout, là, que genre, rationnellement, ça fasse du sens ou pas, ou que tu regardes chacun des points, puis que tu te dis que des analyses. Pas trop de sens. Non, regarde, ça marche, là. Prends tout, qu'est-ce que tu as à prendre là-dedans, applique-le, prends ça pour du cash, move on. T'as d'autres choses à faire avec ton énergie que de second-guesser cette décision-là. C'est parfait. Je suis sûre que ça va aider des gens, ça. Pour vrai, parce que moi, quand je négociais avec ma consommation, j'étais brûlée, là. C'était bien plus fatigant. Je savais que ça allait m'affecter puis que ça allait pas bien aller, ma consommation. Mais là, je négociais dans ma tête puis j'étais comme, peut-être que si je bois juste de la bière ou si je fume pas de joint, si je fais ça de même, peut-être que ça va être mieux. Puis finalement, ça finissait tout le temps en marde, tu sais. Mais une fois que tu sais que t'es abstinent puis que c'est ça ta vie, c'est bien moins fatigant. Exact, c'est ça qui est ça. C'est ça, c'est that's it, tu sais. Moi, ça fait 10 ans puis je retournerai pas en arrière, là. Mais bref, c'est quoi les deux autres questions qu'on avait on peut... on avait thinking, feeling, on était rendu à judging puis perceiving. Je pense qu'à la base, c'est comment est-ce que j'en suis arrivé avec les bunkers, avec les studios et tout. Puis ça passe à partir de mon parcours atypique. La raison pour laquelle j'ai commencé à parler de ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un style de personnalité qui est différent, qui ne cadre pas nécessairement dans le marché de l'emploi comme corporate ou gouvernemental, etc. Qu'on sent un peu mis de côté ou on sent un peu... Mouton noir, genre? Mouton noir, outcast ou de l'ex... Ouais. On sent qu'on belong pas. On fit pas, là. On fit juste pas. C'est pour ça que j'ai dit, premier conseil de faire, c'est va faire un test de personnalité juste pour comme catcher que t'es correct. C'est vraiment... C'est pas tout le monde qui est weird ou genre toi qui fit pas. Tout le monde est différent, mais d'une façon fondamentale que t'es prêt à le comprendre. C'est comme si je te demande de regarder une couleur différente de celle que tu connais. Je veux dire. Une quoi de différence? Une nouvelle couleur. C'est comme si je te... Essaye d'imaginer ça serait quoi le regarder en infrarouge. Autre qu'avec le rouge puis les autres couleurs que tu vois dans une caméra infrarouge. Ça marche pas. Ouais. Tu peux pas imaginer quelque chose que tu peux pas concevoir. Comme le poisson dans l'eau. Tu sais pas qu'il est dans l'eau. Même principe pour ta personnalité. Tu sais pas que tu as cette personnalité-là. Tu assumes que tout le monde a la même. Et ça, c'est très, très problématique quand tu as un business à cause que là, quand tu engages les gens,
Tu sais, j'ai jamais fait de formation en management là, ou en engagement ou en ressources humaines. Moi, je sais pas c'est quoi qu'il faut que je regarde chez un candidat. J'assume que tout le monde est comme moi, fait que je peux juste donner une tâche puis il va le faire. Go at it, bro! C'est comme figure it out! Fait que ça marche pas comme ça. Puis d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui fait en sorte que tu es différent des autres, c'est vraiment fondamental à comme catcher tous les autres problèmes qui sont downstream de ça. Ouais. Fait que ça, je pense que c'est la première étape vraiment importante pour n'importe qui est comme en train de se poser des questions dans sa vie. Tellement. C'est un très bon call d'aller faire le test des personnalités. Ça, c'est juste le point d'entrée. Comme, commence par ça. Après ça, toi, quand tu as fait ces tests-là, est-ce que tu commences à analyser tout le monde avec les lettres, là, genre? Oui, moi, j'ai développé le réflexe. Là, oui. Après ça, 5 c'est... minutes dans la conversation, je suis OK. Fait que... Tel type. ma cousine, mon cousin, il était là-dessus, le Myers-Briggs, là, puis il était comme, toi, t'es ça, puis j'étais comme, OK. Mais... c'est vraiment intéressant. Ça me donne vraiment envie de retourner le faire pour vrai, tu sais. Même si il y en a d'autres, c'est comme un rabbit hole de test que tu peux Mais lui, c'est quand même connu, puis tu sais, c'est... Celui qui a été développé par l'armée dans les années 50, là, puis le recrutement, puis ça passe par ça. Il est très, très complet, très, très bon. Puis il y en a d'autres que c'est des variations de ça. Il y a celui avec les couleurs, là, les jaunes, bleus, rouges, qui est populaire. Celui de Jordan Peterson aussi. Je l'ai fait, lui, le Big Five. Ouais, le Big Five, qui est super bon. Moi, Big Five, c'est vraiment intéressant. Ça m'avait bien aidé, ça, quand je l'ai fait. Très complémentaire au Myers-Briggs. Parce que c'est très différent, J'adore Jordan. C'est bon, tout ce qu'il propose. Puis, OK, le test de personnalité, puis la tranchée. Après la tranchée, il y a eu les bunkers. Ouais, fait que le blog, les prix, t'étais rendu là. Parce que l'affaire, c'est que quand que tous les projets entrepreneuriaux que j'ai faits, c'est tout le temps, j'ai besoin de quelque chose, ça n'existe pas dans le marché, faut que ça existe, fait que je vais le faire. Fait que moi, quand j'ai commencé à faire des cours en ligne, il n'y avait pas de plateforme de cours en ligne. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas, tu sais, Kajabi. Il n'y avait pas toutes les... Podia. Coursera, tous ces trucs-là. Ça n'existait pas vraiment. Ça commençait à se faire. Fait que là, moi, ma plateforme de paiement, comme avant, c'était PayPal. C'était vraiment lettre. C'était un lien PayPal. Fallait que tu cliques, fallait que tu configures chacun de tes boutons PayPal. C'était l'enfer, faire le billing pour ça. La gestion des taxes. Il y avait les paiements fragmentés. Oublie ça, faire des paiements fragmentés avec PayPal. Dans le temps, peut-être que maintenant, oui, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment pas bon. Fait que là, moi, j'ai fait mon propre système de facturation. Ah ouais, pour vrai? J'ai tout le temps utilisé le projet que je suis en train de faire comme prétexte pour apprendre. Exact. Tantôt, j'ai dit, je comprends pas les gens qui travaillent, qui n'aiment pas leur vie, qui n'aiment pas leur travail. Ouais. À cause que moi, quand que je fais quelque chose, c'est parce que je me psych up sur un truc. Je fais comme, hey, on va faire un système de facturation, c'est pas une tâche pour moi, c'est comme, let's fucking go, genre, comment ça marche, on va faire le meilleur système de facturation. Moi, dans ma tête, je suis en train de refaire, genre, comme Stripe, je suis en train d'inventer Stripe dans ma tête, là, de petit kid. Puis, fait que là, je fais mon système de facturation pendant comme 4-5 mois, alright, let's go. Fait que là, je lance mes formations là-dessus, ça marche, je fais de l'argent, ok, good, sauf que là, il faut que je fasse une communauté en ligne, ça prend un forum, puis là, ça va me prendre d'autres cours, puis là, ça va me prendre ci, ça va me prendre ça. Bon, ben là, ça va me prendre une plateforme de cours avec un système, avec des incentives pour faire en sorte que ça tente à du monde de faire leur formation sur la tranchée. Fait que là, je fais ça, je fais tout ce projet-là, j'engage des gens. Puis, bon, c'est là que je me suis rendu compte que je suis pas un bon gestionnaire. C'est tough, la gestion, man. Puis là, avec pour faire les cours, ben, il faut faire la vidéo. Moi, j'avais un de mes amis qui, dans le fond, lui, c'est un cas spécial, là, très, très jeune. Je l'ai rencontré dans une conférence. Que tu donnais ou que je donnais, ouais. Okay. Puis c'est lui qui filmait. Okay. Il avait genre 18 ans dans le temps. Il était vraiment intense, puis comme un peu autiste. Puis il se promenait, puis il parlait avec sa cam. Il avait vraiment une grosse caméra, genre de cinéma, puis il était comme tout jeune. Puis là, il vient me parler de ça. Ah, je me suis acheté ça, je me suis pris un prêt à BDC, 45 000. Puis là, je vais m'acheter une Red, là, tu vas voir, faire du cinéma, puis tout. Fait que là, je suis comme, hey, cool, ce gars-là. Fait que là, je commence à parler un peu avec. Puis là, lui, il regardait mes vidéos, puis il arrêtait pas de m'intimider. En ligne ou en vrai? En vrai, il était comme, ah non, ça, lui, l'éclairage là-dessus, c'est à chier, là. Il m'envoyait, mettons, il se louait des rigs là, pour faire des shoots. Là, fait que là, il y avait comme juste une lumière qui coûtait comme genre 35 000. Mais voyons! Il louait ça, genre, c'était comme 500 pièces la journée. Puis... Mais il faisait-tu du cinéma ou il faisait pas du cinéma? Il faisait des prods, là. Il faisait des prods, OK. Ouais. OK.
Fait que là, moi, je regardais ce qu'il faisait. Je suis comme, oh shit. Fait que là, je suis comme un peu tombé dans le rabbit hole de la vidéo. Puis c'est entre autres pour ça que j'ai commencé à faire mon podcast, Scotch et Domination mondiale. Ouais. Ça, c'était quand le podcast? 2016, 2017. OK. Dans ce coin-là. Puis c'est là que j'ai commencé à accumuler l'équipement vidéo. OK. Fait que là, j'ai acheté ma première cam, deuxième cam, troisième cam, les micros, puis à faire mes tests, puis tu sais, comme à vraiment apprendre tout le mécanisme. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment compliqué faire des podcasts avant. Maintenant, c'est plus simple, il y a des studios. Ben, il y a des studios Les Bunkers, si vous avez besoin de faire un podcast. Puis, mais pas juste ça aussi, comme tout le reste de l'équipement a aussi suivi pour se simplifier énormément. Oui. Dans le temps, ça prenait, dans le fond, il y avait une limite de 30 minutes sur les caméras. Oh shit! Ben oui, toi. Fait qu'à cause d'une loi de douane, là, au niveau de l'Union européenne, pour les catégories, pour le taux d'imposition, quand que tu ships overseas. OK. Fait qu'il y avait toute mis une limite de 30 minutes. Mais voyons. C'est vraiment l'angoisse. Je pense qu'il y a certains modèles encore que c'est ça. Là. Ouais, moi j'en ai un modèle, une Canon 7D, là, 6, whatever. Je suis plus à jour. Ouais. Mais c'est 20 minutes. C'était pas 30, c'était 20 minutes, moi. Fait que ça, c'est étonnant. Parce que là, fait que tu commences tes cams, là, tu t'assis, puis là, tu parles, puis là, ça te prend un timer pour te dire que là, la cam, elle a arrêté d'enregistrer. Fait que là, t'interromps ton entrevue. Ah, c'est de la merde, tu te là. lèves, tu repèses. Puis après ça, mais là, en post-production, t'arrives, t'as 3 flux vidéo qui sont décalés. Ouais. Puis ton son, lui, est en... C'est comme un one continu. Ouais, c'est ça. Il faut que tu choppes ton son, que tu le réajustes avec tout. Fait que là, c'est long faire ça. Puis après ça, ben là, il faut que tu changes tes caméras. Il n'y a pas de switcher automatique là, dans ce temps-là. Là. Fait que c'est ça, c'était compliqué. C'est clair. Puis, fait que là, tu le 10 ans, ça. Ouais. Fait que là, j'ai vu ça, puis j'ai eu comme l'opportunité de simplifier ça. Ouais. Fait que là, c'est là que je suis loin comme un local avec un ami. À partir de ce moment-là, 2016? Ouais, c'est pas en 2016 que j'ai commencé, que j'ai loué le local, c'est peut-être en 2017, 2018. Okay. Mais quand même, t'as clenché, t'as punché in. Ouais. J'ai fait, je sais pas combien, je suis rendu à une 50, c'est à peu près 50 épisodes dans 3 ans, à peu près. Puis ça allait super bien. Tu sais, j'avais probablement le podcast business le plus gros dans le temps que les podcasts étaient petits. Ouais, exact, c'est ça. Là, il y en a tellement, c'est débile. Fait que, tu sais, j'ai eu comme tous les gros noms, tu sais, Serge Beauchemin, François Lambert. Je ne connais plus, en tout cas. Je sais pas, je le connais pas. Mais je le connais pas, je connais le nom. Olivier Primo et compagnie. Fait que là, j'étais comme le premier à faire toute la troupe. Des hommes successful. Oui, il y avait des femmes aussi. Il y en avait? Cool. Il y a Tania Chalifou avec une grosse compagnie de café dans le temps. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Lisiane Saint-Onge, Lisiane autour du monde. Oui. Lisiane ou Lisanne? Lisanne. Elle est vraiment cool. Lisanne. Ouais. Les conversations que j'ai eues avec elle sont vraiment bonnes. Là. Pour de vrai? Elle est vraiment cool. Elle avait pas fait un show... Occupation double, c'est ça? Elle était courtière pendant un bout. Puis là, elle a fait ses projets de voyage. Puis là, pendant la pandémie, elle avait un gros projet qui était sur le bord de sortir. Je sais pas ce qui est devenu de ça, parce qu'avec la pandémie, tout le voyage a arrêté. Ouais. Ouais. On parlera pas de pandémie. Mais... que je voulais dire... Fait que, OK, continue, excuse-moi. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à faire le studio vidéo. Sauf qu'il y a beaucoup de choses que... Tu sais, juste le son, là. C'est pas pour rien que c'est des métiers à part entière. Christy, oui. Okay, il y a beaucoup de deep dive à faire. Ça a comme été un processus en série qui a duré un certain nombre d'années. Ça coûte cher. Hein? C'est des hobbies qui demandent beaucoup de sous. Ouais. Puis, mais là, c'est rendu que je passais plus de temps à faire le studio qu'à l'utiliser. Et là, j'avais comme plusieurs centaines de milliers de dollars d'investis en équipement. Et je me suis dit, regarde, là, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Tu peux pas juste continuer de dépenser tout ton cash parce que là, c'était la tranchée qui faisait vivre les bunkers. Les bunkers n'existaient pas encore. Là, il n'y avait pas de nom. C'est comme la tranchée studio. C'est comme toute la tranchée qui a financé les studios. Au début, je faisais pas d'argent. Mais je savais que ça allait être un besoin à cause que... Ça s'en venait. Ben, moi, oui, les podcasts, ça s'en venait, mais moi, c'est plus au niveau de la formation en ligne. Parce qu'on s'entend que c'est la merde, la façon l'école marche en ce moment. Ouais, 100%. Là, je veux dire, les gens, on n'ira plus à l'université bientôt, là. Ça va pas être la même chose. C'est ça. Ce sera pas le principal. Différent. Ben, en tout cas. Ça va être différent et probablement mieux. Mais ça, c'est pré-AI, là, que j'avais ces réflexions-là. Ouais, que l'AI change un peu l'équation. Ouais, dis-moi pourquoi. Ben, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un tuteur personnel pour t'aider à apprendre quelque chose. Puis un AI peut pas être ton tuteur. Peut être ton tuteur. Peut être ton tuteur, c'est ça, OK, c'est ça. Exact.
Fait que là, à quel point est-ce que la formation asynchrone marche dans un contexte où tu peux avoir la formation synchrone avec un expert? Expert en guillemets, qui est un... Ouais. Non, je comprends, mais en même temps, je t'entends, je comprends. Pourquoi tu dis ça? Fait que ça change un peu la donne, la réflexion. Le marché. Il va peut-être encore avoir de la formation asynchrone, mais accompagné d'un genre de coach virtuel qui va comme te suivre, faire des follow avec toi, t'envoyer des liens le matin, dire hey, tu sais, qu'est-ce que tu pensais de ça, avoir des agents, là, des petits agents. Toi, exact. Ouais. Tu sais, qui va comme mapper un peu comme qu'est-ce que tu connais, t'es où dans ton niveau de connaissance, c'est quoi tes prochains unlocks, puis toi, juste te coacher là-dedans. Là. Toi, t'es là-dedans, t'es dans le AI, dans justement les agents, puis... avec la tranchée, c'est là-dessus qu'on est en train de se pencher en ce moment. OK. Fait que la tranchée existe toujours en termes de business. Ça continue. Puis les bunkers, c'est une autre division. Peux-tu dire division? C'est encore lié un peu. Là. Je suis en train de finir de couper le cordon entre les deux entreprises. OK. Mais ouais, en ce moment, mon temps, c'est peut-être... Ça dépend des semaines, là, entre 30-70, 70-30, 50-50, ça dépend. Là. Puis avec la tranchée, tu dis, vous tournez vers ça, le côté plus intelligence artificielle, formation. Exact. Ouais. Si les gens, ça les intéresse sur ce côté-là, parce que c'est pas vraiment de ça qu'on peut parler, mais j'ai fait un petit pitch deck là, sur latranchée.ai. OK. Genre un PowerPoint de comme 10 slides qui explique le concept. OK. Un peu similaire à ce que je te mentionnais, tu sais, de dire, tu as du contenu, mais avec le contenu, tu vas avoir un genre de coach personnel qui essaie de savoir t'es où dans ton où est-ce que tu es rendu dans le fond dans ton apprentissage. Exact. Puis qu'est-ce qui te manque, c'est quoi les dépendances que tu dois compléter avant d'être capable d'aller à l'autre étape. Je comprends. Fait que lui dans le fond il te fait un roadmap pour pouvoir t'aider dans ton apprentissage. Exact, c'est ça. Je comprends. Ah, c'est cool ça. C'est cool, ça me parle. J'ai un... Puis après ça, être capable de faire de la certification aussi de connaissances. OK. Parce que la grosse raison pour que les gens vont à l'université, c'est pour être capable d'avoir un papier. Un diplôme, ben oui. C'est pas être capable de dire, hey, moi, je suis cette compétence-là. Je suis expert. Master en tel truc de telle université. Mais avec les cours en ligne, c'est plus difficile parce que n'importe quel Joe Blow est capable de se faire des cours en ligne. Mais en même temps, avec les diplômes aussi, parce que là, tu as comme plein de monde dans d'autres pays qui font des fausses universités. Puis même, il y a des fausses universités aux États-Unis. Fait que tu es capable d'avoir un diplôme, tu es capable d'avoir un MBA en quelque chose, mais que ça te prend un après-midi. Puis ça te coûter 2000$, là, tu sais. OK, je sais pas. Ouais, tu sais, il y a une façon de gamer le système. Puis là, avec l'AI, ce qui est intéressant, c'est que tu es capable de... Oui, tu peux tricher tes conversations que tu as avec l'AI, mais en même temps, l'AI est capable de voir s'il y a des inconsistances au niveau des conversations qu'il y a avec toi. Exact. Tu es capable de backer pourquoi est-ce que tu penses que la personne est compétente sur un truc, à cause que tu es capable de dire, OK, mais à telle date, j'ai eu telle conversation, j'ai posé telle question, puis elle m'a répondu telle chose. Fait en conjoncture avec 15 autres éléments que j'ai eu avec cette personne-là, ben ça me porte à penser qu'elle connaît bien cet élément-là. Fait que tu serais capable de faire un genre de graph de compétences, ou ce que tu es capable de dire, la personne est compétente à 30% dans cette sphère. Ce champ-là, ouais. Exact. Je comprends. Fait que c'est quelque chose, je pense que ça va être vers cette direction-là que tu t'en vas. Ben, moi, je m'en vais, mais que tout le monde va s'en aller là, éventuellement, tu sais. Moi, mon élément principal, mon North Star dans la vie, c'est toujours d'essayer de voir où est-ce que le futur va aller, puis d'essayer de l'accélérer. Puis ça, c'est mon benchmark de succès dans la vie. Plus que l'argent, à cause que, comme on a dit tantôt, tu peux avoir une business que pendant 10 ans, t'en fais pas, puis la 11e année, mais tu viens de signer un deal de 30 milliards. Plus que les abonnés, les followers sur les médias sociaux. Complètement. C'est pas parce que tout le monde te dit à quel point que c'est fantastique tes idées, que tes idées sont fantastiques. Complètement. Je suis complètement d'accord. Puis l'impact que tu as dans le monde aussi, je pense, moi, ça fait partie de mon benchmark. Là, quand tu dis benchmark, savoir c'est quoi que tu contribues dans le monde, dans la société. Je trouve ça important, disons, dans mon... Mais c'est sûr que moi, j'ai un côté social vraiment, vraiment développé, mais je pense que pour faire avancer l'humanité, ben j'aime comment tu penses d'aller en avant du futur, mais je m'en vais où avec ça, je sais pas. J'ai aucune espèce d'idée que je veux dire avec ça, mais ouais, c'est juste d'avoir un impact positif, en fait. Moi, c'est important pour moi, puis pour moi, les bunkers, ça a un impact positif parce que je peux créer mon contenu, je peux pas avoir de casse-tête, comme bon, il y a eu quelques petits casse-têtes des fois, mais c'est mineur là, comparé à
me monter moi-même un studio, Ouais, puis ça, si, c'est- puis tu sais, tout le travail que toi t'as fait, tu m'évites de le faire, tu sais, d'une certaine manière. Fait que bref. Fait qu'il y a un impact positif pour des entrepreneurs Mais et des ça, c'est créateurs. quelque chose que... L'aspect social au Québec, hein, on aime ça, la Ouais. société, hein, on est des bons petits socialistes. On aime ça, c'est important. Faut que on soit dans le consensus, que tout le monde s'aime, tout le monde se fait des câlins, tout le monde est heureux, puis personne n'a mal nulle part. C'est ça qui Ouais. est important. Fait qu'on va faire la file à l'hôpital pendant 50 heures, pendant qu'on est en train de mourir à cause qu'on s'est cassé le bras en traversant la rue. Esti, quand que tu fais une transaction commerciale, OK? Ouais. C'est-à-dire que toi, tu as quelque chose à vendre, ou moi, j'ai quelque chose à vendre, toi, tu as besoin de quelque chose. Ouais. Si tu prends part dans cette transaction-là, c'est parce que tu y gagnes quelque chose. Complètement. Et si moi, je prends part dans cette transaction-là, c'est parce que j'y gagne quelque chose. Oui. Fait que, au Québec, on n'est pas capable de comprendre que le simple fait de faire une transaction, ça a un bénéfice social. C'est très, très vrai et très bon. Plus que tu as de commerce qui se fait, plus que de valeur qui est générée, à cause que... Et créer. Exact. À cause que, dans le fond, c'est pas qu'elle est créée, c'est que tu as un pool de ressources qui, à chaque transaction, est mieux alloué. Répète ça, s'il te plaît. Tu as un pool de ressources. Ouais. Et comme toute la population, tout leur temps, toute leur énergie, tout le matériel, tout le capital. Puis à chaque fois qu'il y a une transaction, cette espèce de grosse blob de ressources-là s'optimise. Ouais. À cause qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas besoin de quelque chose, qui a été capable d'aller chercher quelque chose qui avait plus de besoin, en échange que quelqu'un d'autre, quelque part, a quelque chose qui avait de besoin, qui s'est départi de quelque chose qui a moins de besoin. Fait que c'est tout le temps entre l'argent puis un bien ou un service. Ben, c'est du troc, là, finalement. Exact. Fait que chaque comme la transaction base du commerce. a une utilité sociale. Puis quand tu as une entreprise, tu sais, entre le travail social puis avoir une business, il n'y a pas grande différence. Dans le sens que la seule chose, c'est qu'il y en a une qui se soutient elle-même. Parce que, puis c'est peut-être juste la nature du service qui est offert qui change. Ouais. Tu sais, je suis pas en train de dire que Apple puis la personne qui t'aide à sortir de ta dépendance, c'est la même. Non. Parce que l'utilité sociale, ça n'a pas besoin d'être majeur. Mais je comprends très bien. Ça n'a pas besoin de changer la vie d'une personne. Si tu veux juste Mais aider marginalement la vie de 1 million de personnes, ça s'additionne, ça. 100%. Ça a un impact social qui est très, très tangible. Je suis complètement d'accord. Puis je vais te donner un exemple. J'avais entendu à un moment donné, puis je vais ailleurs, là, mais j'avais entendu un comédien qui disait, ben là, il dit, je change pas la vie du monde, là, genre, je sauve pas des vies, tu sais. Puis dans ma tête, j'étais comme, t'es tellement wrong. T'as aucune idée, genre, comment ton impact d'avoir joué dans ce film-là, X, a peut-être changé la vie de quelqu'un qui était sur le bord de faire quelque chose de tragique, tu sais. Fait que l'impact social, je suis complètement d'accord. L'utilité sociale, j'aime même le mot utilité sociale, est beaucoup plus... peut se manifester de plein de manières, tu sais. Fait que 100%, puis... Mais je veux push back un peu là-dessus parce que le simple fait que la personne a dit « Ah, moi, je change, tu sais, je sauve pas des vies. » Ouais. Dire ça, il n'y a Ouais. rien de plus toxique que ça. Complètement. Pourquoi tu as besoin de sauver des vies? OK. Ben... Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui, psychologiquement, te Ben, force à penser, à vouloir te définir en tant que quelqu'un qui sauve d'autres personnes? Ben, c'est les enjeux de sauveur, là. C'est juste, c'est des problèmes de Très codépendance. problématique comme façon. Mais je de l'ai, penser. moi, ce problème-là. Je l'ai. l'ai eu quand j'étais plus jeune, Ouais, à moi, je l'ai eu. 100%. Là. Ouais. Okay. Mais moi, je l'ai presque plus, mais... Ouais, bon. Mais la première étape, c'est, comme de je le disais, voir. d'être conscient de c'est Ben, quoi complètement. Fait que c'est pour ça que je parlais du test de personnalité au début. 100%. Mais c'est très problématique d'avoir le OK, c'est important que ce que je fasse sauve des vies de façon générale. Ça fait en sorte que après ça, tu compares les occupations des gens entre eux, puis c'est comme si ça te fait une échelle, une hiérarchie dans ta tête. Ah, tu sais, moi, ce que je fais, c'est plus important qu'elle. Fait que je suis une meilleure personne. Mais ouais, L'important, c'est toi face à toi-même. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu t'améliores face à la version de toi-même hier, 100%. l'année passée, v'là 5 ans? Pas versus l'autre personne de l'autre côté de la rue. Fais qu'est-ce que t'aimes dans tout ton être. Tu sais, arrête de penser aux autres. Quand je parlais au Québec, on est des socialistes, on est trop axé sur les autres personnes. Je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus égoïste, un petit peu plus égocentrique.
Mais ouais, mais continue. Parce que le fait d'être un petit peu égoïste et un petit peu égocentrique, c'est au bénéfice des autres. Je suis d'accord avec toi. Puis si tout le monde se concentre à juste être meilleur face à eux-mêmes, puis d'arrêter de regarder ce que les autres font, la société se porterait pas mal mieux. Ouais, 100%, puis de pas juger les autres de qu'est-ce qu'ils font justement parce que tu sais moi j'ai une tendance sociale super développée, mais j'ai appris dans les 2-3 dernières années que j'ai fait beaucoup de choses à mon détriment dans cette optique de sauveur. Puis à un moment donné, j'ai fait ça suffit, tu sais, mais il a fallu que je pogne un genre de bas fond de sauveuse. Puis tu sais, je m'en sors là, tranquillement, pas vite. Je l'ai adressé, tu sais, mais j'aurais pu jamais l'adresser puis continuer de m'enfoncer, là. J'aurais pu... Puis oui, on aide Sober Lab aide des gens, mais comme quand je me suis rendu compte que ça me nuisait, d'une certaine manière, j'ai fait comme... OK, wow, tu sais, wow, là, genre, sois un petit peu égoïste puis pense à remplir ta coupe, pas ta coupe de vin, là. Pense à remplir ta coupe avant de commencer à sauver l'humanité. Commence à regarder qu'est-ce que tu peux changer à l'intérieur de toi, puis être bien, être solide dans ton toit, puis dans ta maison, whatever, tu sais. Avoir de l'abondance pour ta vie, pour tes enfants, puis après ça, si ça déborde, là, tu peux en donner, tu sais. Moi, je suis devenue philanthrope avant d'avoir de l'argent. C'est vraiment fucké, mais pour vrai, tu sais, j'en fais des blagues aujourd'hui, mais mon rêve, c'est la philanthropie. Tu sais, c'est un de mes grands rêves, c'est d'être une philanthrope assumée. Puis là, je le fais. Je suis très constante dans mes up and down entrepreneuriaux. Mais c'est mon chemin, tu sais. C'est mon chemin, puis c'est correct. Mais on dirait que maintenant, je pense plus à moi avant les autres. Puis ça fait du bien. Il y a comme une partie qui est de... Moi, je suis très content que les gens comme toi existent. Ouais, ben c'est important, c'est ça. Parce que, tu sais, le problème que tu peux avoir quand que, justement, tu veux trop aider les autres autour de toi, ben, le premier remède à ça, c'est de te rendre compte que c'est pas ta responsabilité. Exact. Tu sais, c'est leur vie, c'est leur truc, c'est leur choix. Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Et puis, c'est un manque de respect envers eux autres de vouloir imposer ton cadre normatif sur leur vie. 100%. Sauf que, tu sais, ce monde-là, ça se peut qu'il ait besoin d'aide. Pareil. Right? Il y en a qui ont besoin d'aide. Fait que moi, j'ai aucun problème à déléguer la fonction sociale de sauveur aux gens qui ont le complexe sauveur, comme go at it, bro. Toi, ça, si ça te tente, puis si c'est grave de sauver des personnes, tant mieux, mais il y a un prix à payer. Il faut être conscient du prix, puis il faut vouloir le payer. Puis c'est quoi, tu penses, le prix à payer? Je suis curieuse de savoir dans ta perception, c'est quoi le prix à payer? Les émotions sont addictives. Ouais. Fait que si tu t'entoures de gens qui sont négatifs, tu vas avoir des émotions négatives. Tu vas vouloir chercher toujours des émotions négatives. C'est pour ça que les relations toxiques sont si difficiles à quitter. À cause que oui, t'as des highs, mais t'as des lows. Puis même si tu penses que t'aimes pas les lows, c'est addictif. Si comme t'es tout le temps triste ou tout le temps fâché pendant un certain laps de temps, ton corps cherche à vouloir tout le temps être triste et tout le temps être fâché. Fait que tu vas t'entourer de personnes qui ont créé des problèmes parce qu'il n'y en a pas. Fait que c'est un peu problématique. Fait que faut arriver dans ce genre de situation-là avec un bon padding d'armure puis de connaissance de OK, voici les mines qui sont cachées sur le terrain. Sauf que le problème, c'est quand le complexe sauveur, t'as pas cette information-là quand tu commences. Ben, tu l'as pas quand tu commences, mais tu la découvres. T'sais, moi, c'est ça que l'expérience. Ouais, l'expérience, exactement. T'sais, moi, je suis plus manipulable, je suis plus comment dire, j'ai vois venir là, à 100 000 à l'heure quand c'est de la manipulation. On met des limites, puis tu sais, je veux dire, je suis en partie d'accord avec de pas imposer un cadre normatif à des gens, mais quand tu te relèves, mettons, quand tu arrives de loin dans un trouble de dépendance, si tu fites pas dans le cadre, ben tu vas juste être un anarchiste, te rebeller, puis t'en retourner dans dans ce que tu connais, puis on sera pas une ressource pour toi parce que faut que tu te plies à notre cadre. Oui, définitivement. C'est ça. Mais quand tu le respectes pas... Non, mais je parle au point de vue personnel. Oui. Toi, moi, je suis un individu, puis j'ai le complexe sauveur. Ouais. Je travaille pas dans une organisation qui a l'objectif d'aider les gens, mettons. Complètement. Parce que l'affaire, c'est que si tu regardes tout le monde autour de toi,
ça va juste être tellement drainant. Ben, complètement, exact. Toujours vouloir être en train de sauver quelqu'un. Puis, non, 100%, 100%. Mais exactement, c'est ça. Moi, je suis rendue là 3 ans plus tard. Ben, 3 ans, 8 ans, dans le fond. 3 ans avec la maison à déléguer, tu sais. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire ma job, là, dans pas long, tu sais, parce que moi, je veux créer, je veux faire qu'est-ce qui me nourrit, tu sais. Puis oui, les interactions sociales me nourrissent, mais en one-on-one, tu sais. Puis, mais ça, j'ai découvert le chemin en le marchant, tu sais. Je veux dire, je le savais pas, ça. Là, on se serait parlé il y a 3 ans, j'aurais été dans mon complexe de sauveur, puis... Mais c'est ça, là, je découvre des informations, puis je suis comme, mais ça me convient pas. Tu sais, je veux pas faire ça, je veux être là, je veux aider, je veux avoir... Mais quand tu deviens fatigué de ta propre compassion, combien de temps que tu prends une pause, là? Ouais, définitivement. T'sais, la fatigue de compassion, c'est un... Puis il y a aussi le tu sais, j'aime pas ça dire ça. Là. Mais dis-le. Je vais pas te juger. C'est parce qu'il y a certaines informations qui sont contradictoires dans le sens qu'il y a des informations qui sont utiles pour toi. Pas des informations, il y a des croyances qui peuvent être fausses, mais qui sont utiles, puis des croyances qui peuvent être vraies, puis qui peuvent être nuisibles. 100%. Fait que, il y a certains types de problèmes mentaux qui sont très, très difficiles de guérir. Voire, des conditions qui sont là pour la vie. On parlait de l'alcoolisme tantôt, qu'il y avait des composantes qui étaient plus génétiques, là, que c'est une condition. Mais tu as ça aussi au niveau de la personnalité. C'est pas nécessairement génétique, peut-être qu'il y a une prédisposition génétique, mais peut-être qu'il y a eu des événements traumatiques qui ont venu faire des marques dans la personnalité de certaines personnes. Et fait que tout ce qui est troubles de sociopathie, psychopathie, personnalité limite, borderline, narcissisme, etc. Quand que tu connais pas la réalité de ces maladies-là, de ces conditions-là, et que tu rentres en contact avec ces personnes-là pour la première fois, ça peut être une expérience assez traumatisante. Parce que c'est facile de... si tu veux aider la personne, mais que tu sais pas que c'est ça sa condition. C'est que c'est ça l'iceberg. Toi, tu vois la pointe, mais il y a un iceberg en dessous. Fait que pour la personne qui rencontre ce genre de personnalité-là, la chose qui est utile d'avoir comme croyance, c'est cette personne est brisée, il n'y a rien à faire. Pour l'autre personne, il ne faut pas qu'elle croie ça. Parce qu'il faut tout le temps que pour la personne qui le vit, tu veux dire? Pour la personne qui le vit, pour les personnes qui l'aident autour d'elle. Moi, j'essaie de dire que les gens sont brisés, mais je comprends. En tant que victime ou de dégâts collatéraux de ce genre de personnalité-là, pour ta propre santé mentale, c'est le genre de narratif qu'il faut que tu aies à l'intérieur de toi. Ouais, mais c'est drôle. Moi, j'ai pas ce narratif-là du tout. Là. J'ai le mot de dire... Avant, je pensais que j'étais brisée, là. Puis... je crois pas du tout à ça. Je pense pas que les êtres humains sont brisés. Je pense qu'ils sont déconnectés. Je pense qu'ils sont déconnectés de la réalité, en fait, puis déconnectés de je vais dire Dieu. On est rendu là dans la conversation. Ils sont déconnectés de Dieu, ils sont déconnectés de l'amour, en fait, mais ils sont pas brisés. Il y a personne qui est brisé. Je pense pas. Ben, écoute, je comprends tellement ce que tu dis parce que oui, environnement, trauma, génétique, etc., mais être brisé, là. Mais mets-toi dans le pot d'une personne qui... regarde, dans le fond, moi, j'ai eu... Mes 3 premières blondes étaient TPL. OK, c'est parce que t'as un traumatisme là, de TPL. Quand que... puis à différents degrés. La dernière était vraiment intense. Intense comment, mettons? Je sais pas à moi de parler de... Bon, tous les trucs que tu peux lire sur... L'abandon, le rejet... Le type de comportement à risque et de choses que ces gens-là peuvent faire. Mettons, si tu regardes dans un livre de psycho, elle a tout fait. Okay? Fait, elle avait le package deal. C'est vraiment une condition qui est poche. Pour tout le monde. Pour la personne en question, pour sa famille. Pour son conjoint. Pour tout le monde. C'est pas le fun. Mais ce genre de personne-là, il n'existe pas juste en relation de couple, mais c'est aussi sur le travail, tes amis. Complètement. Dans tout? Dans tout, là. Ils sont partout, ces gens-là. Fait que si tu es victimisé par ce genre de si j'aime pas ça dire victimisé, parce que moi, je suis une personne qui croit beaucoup en
l'hyper-responsabilisation. Ouais. C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui te concerne pas, qui arrive, c'est quand même de ta faute. Tout est de ta faute. Ben, je suis 100% avec toi là-dessus. C'est ironique parce que de dire que tout est de ta faute, c'est comme si genre ça te donne du pouvoir que t'as pas nécessairement. Ben, mais tu sais, mentalement, c'est utile de penser ça. Mais t'es responsable. Fait que tu es responsable de l'interaction avec l'autre personne, même si... En tout cas, bref. Même si elle te fait du tort, même si, mettons, la personne te dit quelque chose que t'aimes pas, t'es responsable de comment tu vas réagir à ça. Non seulement ça, mais de t'être mis dans cette situation-là. En plus. Right? Marche, les gens. Ouais, c'est ça. Tu peux te tasser. Genre, tu peux ne pas réagir comme tu réagis, tu peux ne pas rentrer en interaction avec cette personne-là, je suis complètement d'accord. Exact, t'as juste pas besoin d'être là. Exactement. Fait que prends responsabilité puis va-t'en. Exact. Sauf que si tu décides de rester là pour une raison ou une autre, ben, ça peut avoir des impacts émotifs intenses. Là. C'est sûr. Fait que pour comme, être en recovery de ça, tu peux pas obséder sur qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment pour corriger l'autre personne. Tu peux pas la corriger. Exact! Parce qu'elle est brisée. Non. Mais tu peux pas dire ça parce que c'est pas correct. Non, c'est pas correct. Mais mentalement, faut que faut que tu dises ça. Faut que tu dises ça. Je comprends ton point. Je sais que ça peut trigger surtout quelqu'un. Moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a eu un diagnostic de TPL puis qui écoute qu'est-ce que je suis en train de dire, puis ça doit être vraiment pas le fun. Pas le fun. Mais en même temps, inconsciente de tous les aspects négatifs de sa personnalité. De sa vie. Complètement. Mais encore une fois, juste pour alléger peut-être, puis pas pour me faire aimer ou whatever, je pense que je comprends exactement où tu te situes, puis si tu as vécu les frasques d'une TPL, c'est très traumatisant. Puis je comprends que tu sois ébranlé par ça, mais je pense que les TPL sont complètement déconnectés de l'amour, puis je pense qu'ils sont dans l'autodestruction parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Puis c'est, tu sais, tantôt tu disais les émotions là, c'est addictif, puis ben c'est exactement ça. Moi, plus jeune, cortisol dans le tapis, man, j'étais tout le temps, j'avais besoin de ma dose de cortisol, fallait que je déclenche un conflit, fallait que je déclenche un drama. Puis je m'en rétablis, là, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de boire, ça fait 10 ans que j'observe ces patterns-là. Ça peut revenir encore. Ça peut m'arriver que ça revienne, mais tu sais, vu que je suis en rétablissement, puis que j'ai une conscience très, très aiguisée de mon intérieur, tu sais, puis que je veux la paix, ben je réussis à me ramener facilement. Mais j'ai encore des rechutes comportementales, là, tu sais, après 10 ans d'abstinence puis de rétablissement. J'ai des traits TPL. Je suis pas TPL diagnostiquée, mais je sais très bien de quoi tu parles. Je le connais puis je sais que c'est fucking déroutant, là. C'est comme si t'es pas, quasiment si t'es possédé, genre. C'est vraiment ça. Pour moi, je le vois comme ça. T'es possédé par un esprit malveillant ou... Ouais. C'est triste, cette condition-là. Puis ça me touche que t'en parles parce que je pense que le rétablissement est possible, mais ça prend Dieu. Faut que t'achètes le package. Faut que t'achètes le package. Puis moi, dans le package, il y a Dieu. Dans le mien. Mais c'est complètement correct. Tu sais, je veux dire... tu sais, comme Jordan Peterson m'a mentionné que tu l'aimais bien, lui. Il dit souvent qu'il croit pas... C'est pas qu'il croit pas... Il agit comme si Dieu existait. Il assume que Dieu existe, puis il agit comme si Dieu existe. On sait pas s'il croit Dieu ou pas. Il s'est jamais prononcé sur fait qu'il assume que Dieu existe. C'est genre, comporte-toi en fonction que Dieu existe. Ça, c'est les 12... c'est quoi son dernier? Les 12 rules... c'est 12 règles pour la vie. Les 12 règles pour... ouais. Mais ça, c'était dans son premier. OK, c'était dans son premier, parfait. Dans sa première... Je me rappelle plus le nom, Westic. Les 12 rules for life. Non, mais il y en a d'autres. Il y a genre 3 livres de 12 règles. Rendu à combien de règles, ce gars-là? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de règles, là. Jordan, come on. Mais avant, parce que Jordan, il y a eu un méga épisode de santé. Là, c'est débile. Il va-tu mieux? Benzo. Ouais, là, il va mieux. Là. Ouais, pre-benzo. Après ça, mais là, après ça, il n'y a pas eu des champignons. Puis... J'ai pas vu ça, par contre. Mais continue, qu'est-ce qu'il dit, Jordan? Mais non, mais c'est ça que, tu sais, dans le fond... tu sais... Bon, au niveau de la croyance en Dieu, c'est qu'il y a certains types de personnalités qui peuvent croire, il y en a d'autres qui peuvent moins croire. Ouais. Moi, je suis pas chanceux. Tu crois pas? Je crois pas. T'es athée? Genre, tu ne crois pas en Dieu? Ou t'es agnostique? Agnostique, tu te dis peut-être qu'il y a quelque chose, mais tu sais pas trop c'est quoi. Mais athée, c'est que tu y crois pas. Je suis très, très rationnel, dans le sens que je peux... Il y a peut-être un créateur, comme... mais ça a autant d'impact. Tu sais, dans le sens que, regarde, la version catholique de Dieu,
OK. Je suis pas un fan de genre... Tu t'en vas voir les Juifs, puis tu leur dis que c'est un peuple spécial, puis que là, ils viennent de traverser le désert, puis là, ils arrivent de l'autre bord, puis tu lui dis, OK, bon, ben là, va tuer tout le monde, puis va reconquérir le territoire. Moi, je suis arrivé dans le Vieux Testament, je suis arrivé à cette bout-là, puis j'ai fait comme, oh, t'as un peu, là, c'est quoi le style? Puis après ça, il dit à l'autre de tuer son fils, puis là, l'idée, c'est que faut pas que tu remettes en question la parole de Dieu. Fait que genre, le ténet fondamental du Vieux Testament, c'est la confiance aveugle en la parole de Dieu. En la parole de Dieu. Ouais. Sauf que là, tu sais, le Nouveau Testament vient comme patcher pas mal de choses qui étaient problématiques avec l'Ancien Testament. Mais Caïn et Abel, c'est dans le Nouveau, non? Ah, c'est dans l'Ancien. Dans l'Ancien? OK. Ouais. Puis au début, j'avais jamais vraiment pris la peine de comme lire l'Ancien Testament. Mm-hmm. Mais là, le ChatGPT est arrivé, puis moi, je conduis comme 4 heures. Comme quand je viens au studio, c'est 4 heures aller, 4 heures en retour. Fait que là, j'ai juste comme popé mon grok, puis là, j'ai commencé à jaser. OK, explique-moi la Bible. Comment, c'est quoi le deal avec ça? Ouais. Fait que là, après 2-3 heures de jaser de la Bible, j'ai comme, attends un peu, là, ça fait pas sûr que j'aime ça, finalement, comme tout le bagage. Sauf que, moi, tu connais un peu le darwinisme social, puis les mimes avec Richard Dawkins, puis le... Darwinisme, c'est l'idée que t'as la culture, en fait, la meilleure culture survit. Ouais. Puis il y a des mimes, fait qu'il y a comme des... Mais c'est l'évolution, dans le fond, c'est l'évolution de l'homme, le darwinisme. Là, mais fait que tu prends les concepts du darwinisme, qui est comme la loi du plus fort, fait que les faibles meurent, puis les forts continuent, puis ceux qui se multiplient continuent. Mais tu appliques ça aux cultures. Right? Fait que n'importe quel comme trait culturel peut se multiplier ou peut mourir après une génération ou deux à cause que ça a été positif pour la société ou ça a été négatif pour la société. Puis moi, je crois que la religion catholique a été excessivement positive pour la société, puis c'est pour ça qu'elle s'est répandue, puis qu'elle a eu un impact, puis que l'Occident est ce qui est aujourd'hui. Fait que je suis énormément reconnaissant pour ça, puis il y a énormément de bonnes idées, puis énormément de wisdom dans la Bible. Dans la parole de Dieu, ben oui. Ceci étant dit, en tant que logicien, moi, c'est important qu'il y ait une chaîne logique qui ne se brise pas. J'aime mieux ne pas répondre à la question plutôt que d'assumer qu'il y a une entité qui vient patcher la réponse. OK. C'est pour ça que je vois l'utilité de la religion. J'aimerais ça être capable de croire parce que, comme scientifiquement, ton cerveau... Il a besoin de croire. Il y a des bénéfices tangibles à la croyance puis à la foi. Puis moi, j'ai été à l'église toute mon enfance. J'ai chanté dans les chorales. Quand il y avait les petites crèches, moi, j'étais le petit Jésus, le petit Joseph. Là. Oui, j'avoue que tu fais un bon Jésus. Mais il y a une nuance entre... Tu parleras à Grok, là, il y a une nuance entre catholicisme, puis christianisme. Puis, tu sais... T'as les orthodoxes, c'est ça, protestants, etc. Les catholiques, puis Puis je le répète dans beaucoup de podcasts quand on arrive là-dessus, parce que c'est mon ami Emmanuel Ouellet qui prêche aujourd'hui, là, tu sais, mais il est chrétien. Puis il disait, dans le fond, le christianisme, c'est que tu peux parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu direct, tu sais. Tu n'as pas besoin d'une institution, un Vatican ou un pape ou whatever, pour parler, pour parler à Dieu. Fait que le catholicisme, c'est toute l'idée de l'institution que moi, j'achète pas tant. Mais le christianisme, on dirait que ça me parle un peu plus. Mais on n'est même pas obligé de parler de religion. On peut juste aussi parler de spiritualité puis du symbole de Dieu. Puis que Dieu, il a quand même créé... il nous a créés. Là. Moi, je peux pas faire autrement que penser que Dieu nous a créés la création en 7 jours. Je suis comme, c'est tellement beau, la Genèse, tu sais. Ton cœur qui bat, c'est qui fait battre ça? Tu vois, je suis vraiment jaloux en ce moment parce que moi, je suis juste un nihiliste. Puis, c'est ça. Mais moi, je respecte ça, by the way. Non, mais c'est pas le fun d'être un nihiliste. C'est vraiment difficile. Ça doit pas. C'est taxant comme émotionnellement. Puis, je veux dire... Mais ton cœur, qui fait battre ça? C'est toutes mes cellules qui ont été... Puis qui a créé tes cellules? C'est une chaîne non brisée d'évolution pendant... Une chaîne non brisée d'évolution. 100 millions d'années. Depuis que j'ai un tétard qui est sorti de l'eau jusqu'à aujourd'hui. Puis le tétard, qui l'a créé? Mais la physique, c'est insane.
Ouais. Le Big Bang, là, c'est-tu l'idée du Big Bang pis tout ça, là, la physique, là? Moi, je suis comme... tu sais, je lis la Bible en ce moment, fait que je suis un peu là-dedans, mais toute l'idée de la physique puis de... Tu sais, je veux dire, mettons l'évolution de l'Homo sapiens à whatever à nous aujourd'hui, puis même avant ça, là, il y a eu les dinosaures, il y a eu... les dinosaures avaient des plumes. Dinosaures étaient des oiseaux. Ouais, mais avant ça... Tu volais pas toutes, là, mais il y avait des plumes. Oui, il y avait des plumes, il y avait des ailes. Il devait être cute. C'est clair. Le T-Rex, là, c'était un animal de compagnie, là, for sure. Mais tu sais que t'avais comme un Fred Caillou dans le temps, là, avec un petit T-Rex avec des petites plumes, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est 520... Là, avec l'AI, on est capable de générer ces vidéos-là. T'es malade. On se fait une série. Fred Caillou. Serais-tu malade? Mais 520 millions d'années, tu sais, il y a eu un... OK, c'est juste que pour comprendre mon cerveau, je suis un nerd. Okay? Ouais. Je suis un massive nerd. Mais j'avais remarqué. Moi, quand j'ai commencé à faire du snow, parce que ma blonde fait du snow, là, il fallait que Que tu fasses du snow? Je fais du snow parce que ma blonde fait du snow. J'ai jamais fait de sport de glisse de toute ma vie, right? Qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre à faire du snow? J'ai été sur YouTube, j'ai checké les vidéos YouTube, j'ai fait des shadow movements dans mon sous-sol pendant genre 2 heures. Pendant une semaine, j'ai fait ça tous les soirs. Puis là, j'étais arrivé, puis j'ai fait du snow. Puis je me suis pété à gueule pendant une journée. Mais la deuxième journée, j'ai hâte de descendre les pistes puis de suivre le monde. J'avais 30 ans, je me suis décrissé les genoux. Wow. Mais j'ai été hâte d'apprendre à cause que j'ai été checker c'est quoi le manuel d'instruction. Puis, OK, comment ça marche? C'est quoi les trucs qu'il faut que je cache? OK, c'est quoi la mémoire musculaire qu'il faut que je développe? Puis ça, là, quand t'es jeune, apprendre un sport, un art martial, un sport individuel ou la musique, c'est la chose la plus importante du monde parce que ça te montre comment apprendre n'importe quoi d'autre. Fait que quand il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, je veux juste aller au first principle. Puis je vais essayer de comprendre c'est quoi les principes absolument fondamentaux qu'on peut pas réduire en dessous. Puis la physique, c'est insane parce que là, tu peux aller vraiment loin. Mais je ne me connais pas tant en physique, là, mais je vais t'écouter. C'est malade comment est-ce que l'univers fonctionne. Tu sais, comment est-ce que tout est de la lumière, tout est de l'énergie. C'est... On réfléchit de la lumière? Non, la matière, c'est... La lumière? C'est de l'énergie. C'est de l'énergie, mais c'est de la lumière aussi. Mais quand je dis énergie, c'est pas dans le sens spirituel. OK. C'est au sens comme... c'est des photons. C'est une excitation dans des... je sais pas comment on appelle ça en français, c'est des... T'as comme 16 couches, right? Est-ce que c'est des champs, des quantized fields? Ouais, des champs magnétiques, là. Ouais, le magnétisme est une de ces couches-là. Quantum. Puis dans le fond, tout ce qui est la réalité, c'est des excitations locales dans ces champs-là. Fait que toutes les excitations, c'est de l'énergie, dans le fond. Ouais. Fait que ton photon peut se transformer en électron, en proton, en neutron. Ça dépend de son excitation puis de sa géométrie à travers les champs, les différents champs quantiques. T'es-tu Joe Dispenza? T'as-tu écouté Joe Dispenza? Non? Ben, c'est un... Je sais même pas c'est quoi qu'il fait, mais il parle de ça, de quantique physique. Quantique physique, c'est-tu même qu'on dit ça? Physique quantique. Hey man, ça va bien. De physique quantique. Puis de champs d'électro machin là, comme tout ce que tu parles. Mais c'est il est plus dans la méditation, puis dans justement les vibrations, les fréquences, etc. Puis ben tout ça, moi je crois à ça, là, toutes ces fréquences-là, mais je suis comme ben, ça part quand même de Dieu, là. Tu sais. Ou le chaos. Mais le chaos qui l'a créé avant que ce soit de la lumière puis de l'ordre. Avant que ça devienne de l'ordre, il y a eu du chaos, mais pour créer un chaos, il y a eu quelque chose avant, tu sais. Puis exact. Puis c'est là que moi, je ne veux juste pas répondre à la question. OK. C'est ça la différence. Ouais. Intéressant. Mais j'ai vraiment beaucoup à apprendre au niveau de la physique puis la théorie de l'évolution, puis tout ça. C'est intéressant, on dirait que, tu sais, on a juste 24 heures dans une journée, hein, tellement de choses intéressantes à savoir puis à connaître, puis on dirait que moi, je m'en remets beaucoup juste à l'énergie puis le spirituel, puis mais la réponse... c'est juste
recherche qu'est-ce qui t'intéresse. Ouais. C'est pas grave si tu connais pas. Tout. C'est pas grave d'expliquer à Einstein ou. Ouais, non, c'est ça. C'est pas grave, là. 100%. Ton téléphone va fonctionner pareil, là. Oui. T'as pas besoin d'expliquer comment est-ce que ton Wi-Fi fonctionne pour t'en servir. C'est clair. C'est juste, si ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Tu sais, c'est que le rabbit hole goes deep. Complètement. Il y a plein de choses qui c'est juste apprendre comment la réalité fonctionne. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant que ça. C'est fucké parce que qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais je sais pas si tu connais le cours en miracle. J'ai l'impression que tu triperais ta vie, man. Cours en miracle, en fait. Mais ça parle, c'est tiré de la Bible, OK? C'est des enseignements à partir de la Bible, mais c'est vraiment toute l'idée de des perceptions du réel, puis comment... je l'explique mal. Mais ça a comme rapport à aussi le pardon ultime, l'amour, on appelle ça l'expiation, le pardon. Puis que tout le passé, dans le fond, existe comme pas, dans le fond. T'sais, c'est comme... Est-ce que tu connais le Last Thursdayism? Last Thursdayism, non. Ouais, c'est pas une religion, en tout cas, c'est un peu un exercice loufoque psychologique, philosophique de dire, imagine si l'univers a spawné comme jeudi passé. Tuesday ou Thursday que j'ai dit? T'as dit Thursday, comme jeudi. OK, parfait. Je vais pas me mêler. C'est gênant quand tu te mêles entre jeudi et mardi, tu sais. Je me suis mêlé un peu dans le podcast, fait que regarde, c'est pas grave. Fait imagine si l'univers a spawné comme jeudi passé, puis avec... Spawné, ça veut dire quoi? Rentrer en existence. Comme okay. Elle s'est manifestée. L'univers s'est manifesté jeudi passé. Pas d'univers, jeudi, pouf, il y a un univers. Puis tout le monde a été manifesté avec leur souvenirs. Comme quoi qu'ils savent pas que genre ça vient d'exister, que leurs souvenirs sont faux. Fait que, tu sais, littéralement, tu pourrais penser que l'univers vient d'entrer en existence, puis que tout a été créé à l'instant même. Il n'y a rien que tu peux faire pour prouver l'inverse. Il n'y a rien que tu peux faire pour prouver l'inverse. C'est pas falsifiable comme hypothèse. Ouais. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le Last Thursday. Ouais, mais je suis pas sûre que je te suis, mais c'est correct. Ben, tu t'as dit, ce que tu viens de dire, l'univers aurait pu être inventé la semaine passée. Ouais. Et c'est exactement ça. L'univers aurait pu être inventé à matin. Ouais. Right? Puis on n'a aucune façon de le savoir. Peut-être qu'on est dans une simulation puis la personne a bien juste de faire play. Des multiverses puis tout, là. Puis, ouais. Ah ouais, le rabbit hole, comme tu dis, là, ça peut aller loin, mais en tout cas... Là, tu parlais du truc miracle, quelque chose? Ouais, le cours en miracle. Mais bref, je voulais te dire de peut-être checker ça. Peut-être ça pourrait être... C'est quoi exactement? C'est un cours pour être capable de percevoir les miracles de la vie. OK, donc, que tu me donnes un petit peu plus de... Dans le fond, quand on perçoit la réalité, là, 3/4 du temps, on va percevoir la réalité avec un biais cognitif. Ouais. On va percevoir avec nos blessures, nos traumas. Moi, j'ai une blessure d'abandon. Fait que souvent, je vais percevoir les choses d'une manière qui sont fausses. C'est comme comment je perçois les choses, c'est mon filtre abîmé de la vie. Mais quand je m'en remets à ce cours-là en miracle, c'est que je vois que tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, c'est la création de mes perceptions. Puis que c'est pas nécessairement... que tout n'est pas vrai, en fait. Qu'il y a beaucoup d'illusions auxquelles je crois, beaucoup d'illusions auxquelles je crois, puis que je peux restaurer ces illusions-là en me tournant vers, justement, le pardon, l'amour, puis la croyance que je suis pas encore rendue à l'enseigner. Vraiment pas. Mais je lis, je l'étudie, puis c'est sûr que c'est quand même à tendance religieuse parce que c'est des enseignements qui sont tirés de la Bible, puis c'est Jésus qui te parle, tu sais. Mais c'est magnifique. C'est vraiment... Ça apaise, puis ça te fait voir que on se crée du chaos, on se crée des complications pour, au final, rien. T'sais, c'est comme... Moi, je veux la paix, en gros. C'est ça que je réalise en faisant ce cours-là, en me tournant vers Dieu, en me tournant vers la spiritualité, c'est que mon but ultime, c'est d'être en paix. Je pense que... Tu sais,
la religion, ça a une utilité. Je sais que les gens les croyants détestent quand on parle de leur croyance fondamentale sur laquelle ils reposent leur identité comme étant quelque chose d'utile. Mais c'est vrai que tu sais, tu as comme mentionné que toi, ce que tu t'en vas chercher de tout ça, c'est le fait que c'est la paix d'esprit. C'est le fait que ça te rend calme, OK, il y a une explication derrière les choses, ça fait du sens. Puis, ce que je trouve qui est un peu dommage avec la société séculaire qu'on a en ce moment, c'est qu'elle a fait un package deal avec la religion, puis qu'ils ont décidé que tout ce qu'il y a à l'intérieur de ça, c'est mauvais, puis on réécrit l'histoire de notre peuple d'une nouvelle façon. Ils ont fait du révisionnisme avec l'histoire pour dire que, bon, ben, tu sais, l'Église catholique, c'était des méchants. Il y a eu la grande noirceur, après la chute de Rome, comme quoi que pendant 600 ans, il n'y a eu aucun progrès social ou autre, tu sais, qui est complètement faux. Si les gens écoutent présentement, je vous encourage fortement à faire vos devoirs sur cette période de l'histoire-là. Tu sais, quand il y a eu la chute de l'Empire romain, c'est pas que la chute, tu sais, l'Empire romain c'est divisé en deux. Il y a eu l'Empire byzantin, puis il y a eu le Vatican. Puis dans le fond, c'est comme l'Église a hérité de la responsabilité de la cohésion sociale, puis c'est pour ça que ça l'a métamorphosé. C'est pour ça que le pape, puis le rôle de la religion autour de la société s'est développé de la façon que ça a développé. Mais au moment où c'est arrivé, c'était incroyable. Il fallait qu'il y ait l'Église catholique pour sauver la population qui était sur place, ou la sauver, bon, pour l'éviter de sombrer dans le chaos, puis d'être capable de préserver le peu de la société, l'avancement. Ce qui restait. Ce qui restait. Parce que c'est comme, imagine la crise de 2001, sauf que c'est pas juste les infrastructures financières qui s'écroulent, mais comme tout. Exact. C'est fascinant. Le révisionnisme, socialement, on dirait que il y a comme un genre de stigma envers la croyance et la religion catholique principalement. Tu sais, c'est correct que c'est musulman, c'est correct que c'est bouddhiste, mais si t'es catholique, par exemple, il y a quelque chose de pas correct. Exact, c'est fucké, là. Alors que, tu sais, dans les faits, il y a eu énormément de bien qui est sorti de ça. Absolument. Et qui continue de sortir de ça. Puis, un des aspects de ça, dans le fond, tu sais, quand tu mentionnes qu'il y a beaucoup de problèmes dans la vie qui sont auto-imposés. Ouais. Tantôt, je parlais que tout est une question de perception. Moi, j'aime ça jouer de la guitare. Fait que quand que tu regardes un guitariste qui est bon, j'ai été regarder un concert de Tash Sultana quand elle est venue au Plan il y a 3 ans, je pense. Et puis, incroyable guitariste, cette femme-là. Incroyable. Et c'est tellement beau de la voir aller à cause que c'est tellement facile. Elle prend quelque chose qui est impossible à jouer, puis elle rend ça simple et plaisant. Mais c'est un don. Et quand tu regardes... Non. C'est ça qui est beau quand tu joues de la musique toi-même, c'est que tu regardes la facilité puis l'aisance que cette personne a là, puis tu te dis, OK, moi, je suis juste, c'est juste 6 mois de pratique sans arrêt pour être capable de me rendre là. Right? Fait que c'est pas quelque chose qui se manifeste, là. C'est du travail. C'est pour ça que, tu sais, si tu joues pas de musique, tu regardes ça, c'est le fun. Quand tu joues de la musique puis tu regardes ça, tu as une autre couche de respect qui est par-dessus à cause que tu vois le coût en arrière de la prestation. Complètement. Tu vois les années d'effort. En même temps, tu vois la créativité derrière le genre d'enchaînement que cette personne a fait. Puis tu vois la structure en arrière. Tu dis, OK, j'avais jamais pensé enchaîner tel bout avec tel autre bout. C'est vraiment cool la façon qu'elle vient bridger les différents tempos. Elle passe de tel type de tempo à un autre type de tempo avec cette petite transition-là dans le milieu. Je trouve ça cool. Je vais essayer d'intégrer ça à une tune, une composition que je suis en train de faire. Puis quand tu regardes quelque chose qui est difficile à faire, mais qui est facile, puis tu vois que la personne a du plaisir, cette personne est en flow. Elle n'est pas en train d'avoir un effort qui est difficile, elle est vraiment dans un autre état d'esprit. Exact. Et le flow, c'est quelque chose qui est c'est une condition qui existe, qui est étudiée. Il y a des déclencheurs à cette condition-là. Et il y a un des déclencheurs ou une des conditions pour être capable d'être en flow qui est la dichotomie entre la façon que tu perçois un obstacle. Est-ce que c'est je sais pas comment dire ça. Une adversité, mettons? Une adversité. Est-ce que c'est un challenge ou c'est un obstacle? Fait que si tu perçois quelque chose comme étant un challenge, tout d'un coup, c'est excitant, c'est stimulant, c'est nouveau, c'est le fun. Alors que quand c'est un challenge, un obstacle. Un obstacle, mais là, ça fait peur. C'est négatif. C'est négatif. Exact. C'est une menace. Fait que est-ce que c'est une opportunité ou c'est une menace? Est-ce que c'est un défi ou c'est un obstacle? Et peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu peux prendre la décision quand je parlais d'hyper-responsabilisation,
OK? C'est toi qui as décidé d'être ici, en ce moment, là. OK? C'est tout. C'est d'accord. C'est toi qui as décidé d'être là. Fait que là, regarde, profite-en. Je veux dire, c'est probablement le seul moment de ta vie que tu vas passer à cet âge-là, à cet endroit-là, en train de faire cette activité-là. C'est fantastique. Comme, essaie de la mémoriser, essaie d'être présent dans le moment pour la vivre à 100%. Puis, avoir cette attitude spécifique-là fait en sorte que les autres vont te regarder faire plein de choses, puis ils vont tout le temps dire « Non, ça a tout le temps de l'air facile, tes affaires. Ça a tout le temps... Tout est un jeu pour toi, hein? Tout est donc bien facile, puis donc bien beau. » Puis, mais oui, parce que c'était toute une question de comment est-ce que tu approches les choses. Autant en affaires qu'avec tes relations, qu'avec tes interactions avec tes collègues. Puis il y a quelque chose de magnétique puis d'addictif à ces gens-là, parce que c'est le fun d'être en compagnie de ces gens qui ont cette vision-là de la vie. Je suis d'accord. C'est vraiment une belle façon de conclure. Ça peut être frustrant, par contre. Oui, ça peut faire chier. Il y a des gens qui peuvent envier ça, mais encore là, c'est une façon de percevoir. Non, parce que si tu es en train de paniquer à cause qu'il y a un challenge, puis que l'autre personne est en train d'avoir du fun à côté de toi, elle peut pas savoir que parce que c'est un manque de sérieux, alors qu'en réalité, non, c'est parce qu'elle est en train de proactivement prendre la tâche en charge. Oui, exact. Mais c'est ça, ou sinon elle peut se mettre à envier le fait. Ça, c'est une autre émotion pas le fun quand t'envies quelqu'un. Au lieu de l'envier, essaie de trouver qu'est-ce que lui fait qui est bon, puis qui est, tu sais, au lieu de voir les gens comme des menaces. Moi... Je sais pas si l'envie, c'est véritablement quelque chose qui est externe. Je pense que c'est plus... Interne? Ouais. Ouais, ben oui, mais c'est déclenché par quelque chose d'externe, non? Tu penses pas? Oui, définitivement, sauf que... Mais c'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi qui est latent. C'est pas je veux qu'est-ce que la personne a là, c'est plus que tu t'aimes pas toi, t'aimes pas la situation dans laquelle t'es présentement. Ouais, et donc tout ce qui est à l'entour de toi a l'air mieux et meilleur et plus l'herbe est plus verte chez le voisin, là, tu sais. Parce que puis il y a comme, je pense qu'il y a différents degrés dans la vie, parce que mettons, si je vois quelqu'un, mettons, qui réussit très, très bien, puis qui vient de faire un bon coup d'affaires, ben, moi, je suis tout le temps content pour l'autre personne. Il y a tout le temps une partie de moi qui est comme, j'ai hâte que ça soit à mon tour, right? Oui. T'as hâte d'avoir ton propre breakthrough. Nanan, puis, exact. Fait que c'est le fun. Puis ça, c'est sain, c'est pas négatif. Je suis d'accord. Tu sais, faut pas dire, c'est de la jalousie. Non, c'est juste comme, c'est motivant. Tu peux prendre ça, le succès des autres, puis l'utiliser comme fuel. Puis c'est pas parce qu'une motivation est externe que c'est pas une bonne motivation. Toute source de motivation est positive dans mon livre. Là. Complètement. On s'en fout là, que tu sois un Bouddha puis que tu te motives toi-même assis sur une roche ou que tu regardes des Instagram puis que tu es un peu jaloux puis ça te force à fermer ton sel puis aller travailler. Exact, 100%. Mais non, c'est ça. On se comprend. Mais il y a comme un degré pathologique là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, que des gens qui profondément ne s'aiment pas, ils vont toujours être envieux de leur environnement extérieur. Exact. C'est sûr que ces personnes-là peuvent pas... Ils peuvent pas être contents pour quelqu'un. Ils peuvent pas être proches de moi. Puis non, ils peuvent pas être proches de moi non plus, parce que moi, je suis vraiment profondément contente pour les succès des gens. Ils vont pas nous aimer. Ouais, non, c'est ça. Moi, il me semble que quand t'es content pour les autres, c'est comme ça te revient là, d'une façon ou d'une autre, tu sais. Mais bon. Il y a comme un genre de comment dire, une contradiction un peu où t'as juste une vie, c'est important de la prendre vraiment au sérieux. Ouais. Mais justement, t'as juste une vie, fait faut que t'aies du plaisir dedans. Complètement. Sauf que, comment est-ce que tu fais pour avoir du plaisir si tu prends ça trop au sérieux? Mais en le prenant au sérieux, tu vas vouloir avoir du plaisir. Fait que c'est où est-ce que la balance entre comme, wow, don't fuck up, là, faut vraiment que tu fasses attention. Tu sais, entre être trop prudent, trop timide et trop bold, est-ce que t'es foolish ou... Est-ce que t'es stupide puis t'es insouciant ou au contraire, t'es juste en train d'apprécier le moment présent? Il y a comme une... Fine line. Ouais, exact. C'est une petite balance à faire. Une petite balance à faire. Mais hey, merci pour vrai, Olivier, pour ta sagesse. Je vais dire ça de même. T'as une belle façon de voir les choses. Puis qu'est-ce que tu te souhaites pour j'allais dire pour les années à venir, mais pour la fin de la journée, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites dans la vie? Ben là, je viens d'avoir un petit garçon. Oui! Fait que ça, c'est vraiment la plus belle chose au monde. Honnêtement, tu ne comprends pas c'est quoi être parent avant de devenir parent. Et ça vient... C'est comme si, genre, tu viens de passer de Windows 95 à Linux.
Parce que Linux, c'est meilleur aujourd'hui. OK. C'est comme si c'est pas juste une petite mise à jour. C'est ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ça réécrit fondamentalement toute ta perception de la vie. Ouais. Non. Fucking sick. J'aime ça. C'est hot On vient de s'acheter une maison, on Mm. déménage, on se fait une petite vie de famille tranquille en région. Cool. Fait que c'est ça mon... Tu sais, moi, avant, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, là, mais avant, j'étais cool. Qu'est-ce que tu veux dire? T'étais cool. Mais dans le temps que j'avais le podcast, Ouais. sur les médias sociaux, j'avais énormément de portées. Je faisais des conférences, des grosses salles remplies. Je signais des autographes. Me faisais reconnaître. C'est tout derrière moi ce temps-là. Et les gens me demandent, Oli, tu sais, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis honnêtement, avoir une famille, c'est 100 fois n'importe quel statut social que tu peux aller chercher. Fait qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite d'autres enfants. Ouais. Je continue à faire les studios, développer OK. ça. C'est mon petit projet passion qui me force à apprendre des nouvelles choses, à tester des nouveaux trucs. La tranchée aussi que je suis en train de développer au niveau des cours, à essayer d'avoir un genre de... trouver la réponse, en fait, que tout le monde est en train de chercher dans le domaine entrepreneurial en lien avec l'éducation. C'est quoi la formule, la forme que ça va prendre dans le futur? Parce que ça a énormément... Tu sais, on parlait d'impact social tantôt. Hein. Ouais. Tu sais, combien ça coûte le système d'éducation au Québec? Ça coûte une fortune. Right? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses? C'est débattable. OK. Il y a moyen d'offrir meilleur pour moins cher. Puis que ce soit une compagnie qui le fasse, pas le gouvernement. Puis ça pourrait être la mienne. J'adore. Fait que why not? Ouais, non, pourquoi pas? Ben oui, je suis complètement... je suis avec toi. Fait que c'est pas mal ça. Cool. Hey, merci. Merci d'avoir été là. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Salut!